Ah, ça nous avait manqué. Quel plaisir d'avoir retrouvé la Formule 1 hier pour une course à grabuge, pour une course dans le chaos où McLaren s'est imposé par chaos. Ravi de vous retrouver pour ce premier débrief de cette saison 2025. Ravi de vous retrouver pour le débrief du Grand Prix d'Australie avec toujours les deux meilleurs chroniqueurs qui existent dans ce monde, Monsieur Hamza Rahmani, Monsieur Brice Germain. Comment ça va les gars ? Ça va, mais il faut toujours se remettre en question. 2025 sera une année différente et nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Ne soyons pas mid en 2025. Soyons big. Soyons big 2025. Ah non, je suis complètement un boomer là-dessus. J'ai sans doute très Combien mal cette année, utilisé. Manu? 37 à la fin de l'année? Ce sera à la fin de l'année, à la fin de la saison. Une saison, c'est long, hein, il y a 24 Grands Prix. 36, déjà, c'est pas mal. Enfin, 26, vous le savez chez vous. Les gars, comment c'était ce premier Grand Prix ? Est-ce que vous êtes régalés malgré ce rendez-vous plutôt tôt dans la matinée ? J'en attendais pas ça de ce GP. J'en attendais autre chose. Après, il était très bien. Enfin, moi, il m'a maintenu en haleine tout le long. C'était régal. Mais comme j'attendais de voir autre chose, je reste sur ma faim en mode j'attends la Chine pour voir ce que j'ai envie de voir, à savoir la hiérarchie réelle. Mais après, oui, on peut pas cracher sur un Grand Prix qui a énormément de rebondissements, même si les crashs ne font pas un bon Grand Prix. Exactement. Hamza, justement, on avait plein de questions, on se posait plein de questions avant l'Australie. On espérait avoir au moins des réponses pour cette entame de saison. En fait, les questions restent sans réponse. Ça, j'ai encore plus de questions. Faut attendre. Soyons patients. Beaucoup de gens ont parlé d'un Grand Prix d'anthologie. Est-ce que vous rejoignez cet avis ? Anthologie, non. Antonelli, oui. Un Grand Prix d'Antonelli, oui, mais un Grand Prix d'anthologie, non. C'est une très belle course parce que les conditions, et on va pas cracher dessus. Non, bien sûr. Régalons-nous d'avoir des trucs où au final on a un classement un petit peu secoué à la fin. Mais c'est le genre de Grand Prix que je préfère voir en milieu de saison qu'en début de saison. En début de saison, j'ai envie de voir ce qu'ils ont pondu. Tu sais, on se dit toujours, on va attendre la qualif de Melbourne pour savoir où on en est. En tout cas, le Melbourne pour savoir où on en est. J'ai l'impression qu'il va falloir attendre Shanghai. Donc, mais bon, après, c'était un. Alors ça, je me suis quand même régalé, à pas se mentir. C'est juste que je reste sur ma faim. De petites notes. 14 sur Canal, je crois. Ah, étonnant. Ouais, 13. Non, honnêtement, c'est même pas une question de notes. C'est juste que moi, j'estime que pour noter un Grand Prix, il faut déjà voir ce qui se passe durant le Grand Prix. Tu vois ? Et je sais où tu vas. Pas forcément tout ce qui se passe dans un Grand Prix, je pense que c'est compliqué d'avoir un avis définitif. Notamment des dépassements d'anthologie, là, pour le coup. Voilà. Tu vois, 60 caméras, pas une sur Piastri sur Hamilton. Voilà, par exemple, le petit bouton, non, mais après, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Après, il y avait la lutte Verstappen-Norris. Ouais, il y avait la lutte Verstappen-Norris. Mais c'est vrai que c'est le seul dépassement qu'on a loupé, Piastri sur Hamilton. Non, on n'a pas les dépassements d'Antonelli, on les a tous vus en direct. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Non, mais la réalisation, elle est toujours mise en 2025. Il faut justement que dans Big 2025, on aborde cette question avec un réalisateur sur ce plateau. On va travailler ce sujet, les gars, parce qu'on en parle beaucoup, mais je pense qu'il y a aussi tout un pan du travail qu'on ne connaît pas forcément, et ça serait intéressant de confronter justement les idées. Quels sont les 4 enseignements retenus par les pistonnés à l'arrivée de ce premier Grand Prix de la saison 2025 ? Eh bien, on va les découvrir ensemble. McLaren et Norris, taille patron, point d'interrogation, mais on a eu des premières réponses, en tout cas à certaines questions qu'on se posait. Verstappen absolument dans tous les coups, qui mine de rien termine la 2e position. Ferrari qui a du pain sur la planche, et puis un 4e enseignement concernant les heureux destins de Stroll, de Hülkenberg, de Albon, de Antonelli. Vivons mieux, vivons cachés. On va parler de stratégie et on abordera peut-être un petit peu la question des rookies. Mais juste avant d'entamer cette émission et de rentrer dans le vif du sujet dans ce premier enseignement, petite pause publicité. Thomas Dufan, un produit à vous pousser. Depuis plusieurs mois, certains membres First Team ont rejoint Trade Republic et c'est d'ailleurs cette banque qui sponsorise cette vidéo. Aujourd'hui, on vous explique pourquoi on a fait ce choix. D'abord, et c'est le plus important, on veut être associé à une banque sérieuse qui a 8 millions de clients et disponible dans 17 pays de l'Union européenne. Parmi les grandes nouveautés de 2025, tu pourras utiliser ton compte courant avec un IBAN français. On voulait aussi se simplifier la vie. Vous savez qu'on voyage beaucoup aux États-Unis et avec Trade Republic, les retraits sont illimités et gratuits à partir de 100 € au meilleur taux de change. Et si quelqu'un doit parler un petit peu plus précisément de Trade Republic, eh bien c'est forcément Mathias Bacchino, le directeur Europe de la banque. Trade Republic, c'est une banque. C'est une banque allemande, mais qui est présente partout en Europe et qui a comme caractéristique principale, et c'est ce que je défends sur les réseaux, la volonté de vous faire gagner de l'argent, ce qui est un peu original pour une banque. C'est mobile, digital, et ça permet soit d'investir, soit d'épargner. Donc je voulais juste vous montrer ça, parce que c'est une carte qui est un miroir.
Elle est faite dans le même matériau que le Cybertruck de Tesla, tu sais. Et cette carte n'a pas de frais, voilà, du tout. Donc vous pouvez retirer partout dans le monde un distributeur automatique au-dessus de 100 €, 0 frais. Vous n'avez pas de frais de change et ça, quand on voyage, ça peut être. Et en plus de tout ça, tu as du safe-back sur ta carte. Et les montants que tu as sur ton compte courant te rapportent automatiquement de l'argent. Si toi aussi tu n'es pas familier avec tous ces termes, on te conseille de prendre le temps d'étudier la question et d'aller sur l'application Trade Republic avec pour seul but de faciliter l'épargne, l'investissement et la dépense. Pour toutes les questions de gestion financière, faites confiance à Thomas Dufan. Pour toutes les questions de Formule 1, faites confiance au pistonné. Et on commence justement ce grand débrief du Grand Prix d'Australie. Première manche de cette saison 2025. On se replonge aussi sur les résultats à l'arrivée de cette course à grabuge. Victoire de Lando Norris, la 10e en carrière. Verstappen 2e, je vous le disais. Une Mercedes sur le podium, c'est George Russell. Alex Albon était 4e, mais c'était avant le repêchage d'Andrea Kimi Antonelli qui place une 2e Mercedes dans le top 6. 6e place pour Lance Stroll. 7e pour Nico Hülkenberg, c'est une énorme sensation. 2 Ferrari dans le top 10, mais pas aux bonnes positions. 8e Leclerc, 10e Hamilton, et puis la remontée d'Oscar Piastri, à qui il est arrivé quelques petites bricoles. On va en parler justement dans ce premier renseignement consacré à la victoire de Lando Norris, consacré aussi au week-end XXL de la part de McLaren. Est-ce que Norris et McLaren sont désormais considérés taille patron ? On a eu déjà un hiver de résilience, une remise en question de la part de l'écurie Papaye et de son pilote qui ont voulu apprendre de leur erreur, c'est ce qu'ils ont expliqué en tout cas du côté de Melbourne tout au long du week-end, apprendre de leur erreur pour progresser en 2025. Une MCL 39 clairement dominante sur le sec, ça on l'a vu pendant les essais, en qualification, en rythme de course. Plus de maturité aussi, c'est ce qui nous a semblé, en tout cas moi voilà, je voulais le partager avec vous les gars, plus de maturité dans la stratégie, dans l'exécution, dans la communication, beaucoup de sérénité, notamment dans des périodes qui étaient assez compliquées, notamment à l'apparition de la pluie et au changement de stratégie. Et puis, il faut évoquer le cas Piastri qui a mis la pression sur Lando Norris, notamment lorsqu'il a passé ou poussé à la faute Max Verstappen. Il y a la frayeur aussi où les deux pilotes sortent dans le 3e secteur, dans la dernière portion au 44e tour. À ce moment-là, ils sont en pneus durs lorsque Max Verstappen en pneu médium justement arrive à avoir un petit peu plus de température. On est sur l'un des épisodes de pluie qui a émergé dans ce Grand Prix. Et puis la fin de course, Lando Norris a commis, comme tous les autres pilotes d'ailleurs hier, une erreur au virage 6, ce qui a permis à Max Verstappen de revenir dans sa zone DRS, mais la belle résistance de Lando Norris. La première question que j'ai envie de vous poser les gars aujourd'hui, est-ce que quand même on n'a pas eu un Lando Norris qui a musclé son jeu, qui semble avoir pris un petit niveau de plus, et cette McLaren qui risque d'être dominante, en tout cas sur les premières courses ? Je trouve que si. Oui. Lando Norris nous a montré hier une course qu'on n'avait jamais vue de sa part. Alors certains me diront, oui mais Zandvoort 2024, oui mais Singapour 2024, il n'y avait pas les mêmes circonstances, et dans ces circonstances-là, il nous avait plutôt montré Silverstone 2024. Il nous avait plutôt montré, alors c'était bien avant, mais la Russie 2021. J'ai pas forcément envie qu'on ne base nos avis sur Norris que sur les choses qu'il a pêchées dans le passé, mais force est de constater qu'hier, il a tout bien fait, quoi. L'erreur qu'il fait, par exemple, au tour 44 avec Piastri, je ne lui impute pas, dans le sens où ils sont les premiers à arriver sur un secteur détrempé et où ils ne connaissent absolument pas le niveau d'adhérence de ce secteur-là. Je pense qu'ils arrivent déjà prudemment et qu'en plus de ça, c'est pas assez. Les deux se font piéger. Mais ce qu'il nous a montré hier, c'est qu'il savait résister à Piastri en le faisant détruire ses gommes, et il savait résister à Verstappen. Cette fois-ci. Alors Verstappen quid de son matériel, néanmoins sous la pluie, on se rappelle du Brésil. Le Brésil, il n'a pas su faire ça, Lando Norris. Là, il a su le faire. Donc, c'est aussi la première fois que Lando Norris gagne 2 courses de suite, d'Abu Dhabi 2024 et Australie 2025. C'est le premier pilote, en dehors de Lewis Hamilton et de Max Verstappen, à savoir faire ça depuis 2021. Il y a quand même des indicateurs. Il va falloir voir sur la saison entière, mais le langage qu'il a eu tout le long du week-end, c'est un langage qui n'existait pas en 2024. Hamza, tu as souvent demandé à Lando Norris de muscler son jeu. Est-ce que l'attitude, notamment de la relation pilote-écurie, t'a plu ce week-end entre McLaren et Norris ? Je n'ai jamais senti Norris vraiment menacé sur ce week-end, même si, excepté l'épisode Piastri, mais à ce moment-là, Norris dépassait un retardataire, je crois que c'était Esteban Ocon, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai jamais vraiment écarté non plus Max Verstappen d'une possible victoire au vu de ce type de conditions. Si la course était relancée par une safety car, c'est ce qui s'est passé.
Mais c'est vrai qu'il avait toutes les raisons de craquer, ce qu'il a pu faire par le passé, et là, il ne l'a pas fait. Donc, c'est aussi peut-être la preuve d'un pilote qui commence à arriver tranquillement à maturité. C'est le moment idéal, puisque tu as la possibilité d'aller chercher un titre mondial avec une voiture qui, lorsqu'elle a... Alors, encore une fois, à conditions particulières et difficiles de juger, mais en même temps, on n'a que ça. En qualification, ils étaient quand même assez performants, et puis en course, au moment où Verstappen commence à dégrader ses pneus, McLaren s'envole. Donc, tout est réuni aujourd'hui pour que Norris soit un sérieux candidat au titre. Et on en parlait il y a quelques semaines, l'importance de ces premières courses pour McLaren pour Norris et Piastri de mettre des points tout de suite, parce qu'on ne sait pas à quel point la concurrence va pouvoir revenir dans les courses à venir. Là, Norris, il met un 25-2 à Piastri d'entrée de jeu. C'est-à-dire que c'est très violent, et ça va lui le mettre dans une confiance pour se dire, ok, non pas que j'en suis débarrassé, il y a 23 courses, mais j'ai mis une assise sur ce Grand Prix-là. J'ai été serein du début à la fin, et quand tu vois son langage corporel après la qualification, la pole, c'est normal. Il est en mission. C'est encore une fois quelque chose qu'on n'avait pas forcément avant. Je trouve le plus grand symptôme, c'est le départ qu'il fait avec Maestria et chacune des relances qui a été gérée à la perfection. Tu l'as jamais senti inquiété, alors que c'est des phases de course sur lesquelles justement l'an dernier il y avait beaucoup de déchets. Et donc t'as ces phases-là. Le départ, il est menacé par Max, parce que c'est Max qui prend le meilleur départ. Max prend un meilleur départ. Et c'est lui qui tout de suite vient fermer la porte. Mais voilà, exactement. Il y a de l'autorité, je trouve, il y a du culot, et quelque part, quelque part, c'est là où je voulais dire qu'il a fait un très bon départ. Et je saluerais, comme tu l'as un peu fait en préambule, cet échange radio avec Will Joseph, ces échanges radio avec Will Joseph, j'ai l'impression de trouver une synergie qui ressemble à celle de Bono et de Lewis, de celle de Liambiadze et de Verstappen, dans le sens où les deux savent comment se parler, j'ai l'impression. C'était peut-être déjà le cas avant, mais il y a eu deux échanges qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est avant que la pluie arrive. Déjà, on l'informe très précisément, et Norris, visiblement, est un pilote qui a besoin d'informations très précises, continue de développer ses réflexions, contrairement à d'autres. Cet échange-là, il est nourri de... Alors, on pense que c'est catégorie 2, mais peut-être c'est 3. Ok, donc ce qu'on va faire, les gars, c'est que vous me dites pas quand elle est là, mais quand elle va arriver. Quand elle va arriver, on prend une décision sur ce qu'on va faire. Et le résultat, il a été qu'ils sont rentrés au stand tout de suite. Parce que c'était une intensité 3, et que du coup, tenir en dur sur ce momentum-là n'avait aucun sens. Boum, ils ont réalisé ce qu'ils voulaient faire. Le deuxième échange, qui pour moi est très important, c'est celui que Will Joseph a avec Lando Norris, quand Max Verstappen revient sur lui, en lui disant il est au DRS, mais ne t'inquiète pas, tu as ce qu'il faut dans la voiture pour que ça ne soit pas inquiétant. Et ça, c'est super important. Will Joseph sait à qui il parle. Lando Norris le dit lui-même, il est sensible. Donc, l'ingénieur qui s'adapte au pilote, le pilote qui s'adapte à l'ingénieur, et le tout avec une monoplace ultra performante, ça donne un pilote qui peut être serein pour effectuer ça. Et si Lando Norris a ça cette saison, c'est tout bénef. Ça justement, Brice vient de l'évoquer, le tournant de ce Grand Prix, ce 44e tour, les deux McLaren qui partent au tas au 3e secteur, avec plus de conséquences pour Oscar Piastri. On va parler d'Oscar Piastri dans quelques instants. C'est le tournant d'une stratégie parfaitement menée, parce que là, à un tour près, entre guillemets, la victoire aurait pu échapper justement à Lando Norris. Ce que je salue, c'est... alors déjà, dans un premier temps, moi, ce sont des petits détails, et je ne sais pas vraiment si le pilote a la main dessus. Norris, son erreur ne lui coûte quasiment rien. Piastri, son erreur, elle lui coûte très cher. Et la différence, lorsque tu recherches la limite, tu es forcément à la recherche de la limite quand tu es pilote de Formule 1, parfois même pour la dépasser, peut-être un peu moins sur les circuits en ville. Lorsqu'il pleut, la limite, forcément, elle est un peu moins... ou elle est un peu plus punissable, je dirais. Donc, puis elle est moins tangible. Et tu arrives dans une phase où, comme tu le disais, les pilotes McLaren sont les premiers à arriver sur cette zone détrempée. Et finalement, Norris, cette erreur ne lui coûte pas cher. Alors, c'est souvent aussi la marque des grands pilotes, la marque des gens avec des pilotes qui ont de la réussite. Et c'est quand même un petit signal. Alors, je sais pas, ça vaut peut-être pas grand-chose, mais je l'ai quand même noté. La première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au moment où arrivent ces deux erreurs, enfin 7 erreurs pour Piastri, 7 erreurs pour Norris, on est à l'avant-dernier virage. Ouais.
Piastri se plante, Norris revient tant bien que mal, tout de suite il entre au stand. Donc je ne sais pas si l'arrêt au stand était prévu juste avant l'erreur, Je crois pas. à cause de l'erreur. Mmh. Mais si c'est à cause de l'erreur, je salue la réactivité de McLaren de tout de suite le faire entrer, parce que c'est ce qui te permet quand même de rester devant et d'aller chercher cette victoire. C'est ce qui fait la différence pour la win, très clairement. À mes yeux, oui. Bah ouais, encore qu'il l'aurait fait le tour d'après, tout le monde s'est arrêté le tour d'après. Je pense que ça aurait pas... On en parlera dans le 4e enseignement. Ouais, mais c'est que ceux le tour qui sont d'après- arrêtés un tour avant, on fait le jackpot dans le top Oui, 10. mais le risque du tour d'après, c'est de commettre une nouvelle erreur. Ouais, en plus. Le bien risque sûr. du tour d'après, alors que là, sur le tour d'après, tu sors avec des pneus intermédiaires, t'es posé, tu sais que t'auras pas de problème. Enfin, tu sais que t'auras pas de problème, tu sais Oui. jamais vraiment, mais T'en beaucoup auras moins. en tout cas. Il y a la caméra, je sais plus si c'est Charles Leclerc, je crois, qui galère dans le dernier virage, et je vois Norris passer à l'extérieur comme une fusée maintenant qu'il a mis ses intermédiaires. Oui, parce qu'à ce moment-là, il était en slip, Ouais. Leclerc. Mais ça me rappelle ce qu'on se disait, tu sais, après Hockenheim 2019, où Bottas et Hamilton font exactement la même erreur dans le virage 1. Ils partent en spin, il y en a un qui détruit sa voiture et pas l'autre. à quelques Et millimètres. c'est la même erreur, c'est juste que peut-être la manière de réagir à cette erreur est différente. Peut-être que Piastri a un peu voulu revenir en piste trop rapidement. Il met un coup Enfin, d'accel. En hein. fait, il met un coup d'accel et Ouais. surtout, je pense qu'il a pas envie de trop tourner le volant pour éviter le spin. Et le problème, c'est qu'au moment où il revient sur la piste, il est sur la zone de freinage. Donc à partir de là, c'est déjà trop tard, quoi. Exactement. Les gars, comment on en est arrivé à peut-être un Lando Norris un petit peu plus consistant mentalement, dans l'exécution aussi, dans son rapport à McLaren? Déclaration hier à Sky Sports du principal intéressé qui nous dit: commencer la saison par une victoire, c'est déjà énorme, mais la remporter dans une course aussi stressante, c'était si facile de faire une erreur, de tout ruiner en un instant. Une seule sortie de piste, un mauvais placement sur une ligne blanche, une perte d'adhérence soudaine. Il y avait tellement de moments où j'aurais pu finir dans un mur ou dans un bac à gravier. Il rajoute: on a beaucoup travaillé cet hiver pour nous préparer à une course comme celle-là, car on a perdu trop d'opportunités l'année dernière, Canada, Silverstone Canada. notamment, où on n'était pas assez décisif dans nos décisions. Aujourd'hui, on l'a été. J'ai fait le choix de rentrer 5 secondes avant de réellement rentrer, mais c'était le bon choix au final, et ça nous a offert la victoire. Stressant, mais gratifiant. On voit un Lando Norris justement qui a passé un cap. Je vous relance là-dessus. Je sais pas si vous avez vu la série, les gars, mais je vous conseille de regarder Drive to Survive, juste pour mieux comprendre le mindset justement de Lando Norris. Je trouve que ça nous apprend, alors on le savait, on l'avait perçu, vous l'aviez dit sur ce plateau, sur les manques qu'avait Lando Norris, mais là très clairement, on sent que cette trêve hivernale lui a fait beaucoup de bien. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il le dit depuis des saisons, il dit: si jamais ça doit m'empêcher d'être champion du monde, de pas être un méchant, soit je changerai pas. Sauf que là, on a l'impression qu'il a trouvé une espèce de compromis entre le fait d'être soit un méchant, soit lui-même, à savoir être lui-même, mais dans une bulle. C'est-à-dire ne plus se laisser impacter par ce qui se passe autour. Alors, c'est plus facile quand même quand tu sais à Bahreïn et quand tu sais quand tu arrives en Australie que ton package, si tu fais pas de bêtises avec, a priori, c'est celui qui t'emmènera à la gagne. Et ça, c'est un peu le commentaire que je pense que j'aurais eu si on avait eu une course sur le sec où Lando Norris avait gagné de main de maître sans faire une erreur, etc. Sauf que je trouve que, bizarrement, c'est la course où il a été mis le plus sous pression depuis très longtemps qu'il a le mieux géré. Parce que la pression d'Oscar Piastri devant son propre public, la pression d'un Max Verstappen qui est censé, dans tous les commentaires, n'avoir rien à jouer cette saison et qui est quand même encore là dans son diffuseur à la fin de la course, c'est quelque chose, sincèrement, on en parlait avec Jérémy hier, je pense pas, on se disait pas qu'il saurait le gérer. Et on a tous dit, samedi, en préambule, course sous la pluie, Max il part 3, c'est gagné pour Max. Je pense qu'il y a énormément de monde qui a vu Max gagnant. Alors peut-être pas les fans de Norris, et tant mieux pour vous si vous l'avez vu avant. Moi, je n'avais pas vu ce potentiel-là chez Lando Norris. Et je pense pas que ce soit un changement de mindset. C'est un peu comme Nico Rosberg à Abu Dhabi en 2016. Tu sais, il sait que Hamilton va le bouffer mentalement s'il se laisse rentrer dans ce jeu-là. Il s'isole. Donc il se met dans sa tête. Hein, donc il a fui. Bah non. J'ai pas dit que Norris allait faire la même chose après. Hein. Non, je parle de Rosberg. mais mine de rien, après, il n'y a pas le même passif. J'ai un peu l'impression qu'on a eu la fin de saison, au moment où il pouvait plus rien jouer, Lando Norris. La fin de saison de Nico Rosberg 2015 et le début de saison de Nico Rosberg 2016, là, pour Lando Norris. Cette sensation de de toute façon, tu n'y arriveras pas. Et là, en fait, une espèce de j'ai besoin d'un moment où je suis plus dans l'enjeu pour me remettre dans l'enjeu. Par contre, Norris, moi, je l'ai pas senti tant menacé que ça.
Alors, Par Piastri si, justement, ouais, par Piastri. Le rythme de Piastri, une fois qu'il pousse, entre guillemets, Verstappen fait sa petite erreur dans le premier secteur, le rythme de Piastri est extraordinaire. rapide Mais en Norris, piste, hein. il a aussi le rythme qui lui permet de rester devant. Le seul moment, je te dis, où il y a une vraie menace et les deux se suivent de très près, c'est l'instant où Norris perd du temps parce qu'il veut dépasser Ocon et qu'il y a cette communication radio où on dit à Norris. Tout de suite après, Norris fait une petite erreur, Piastri fait une petite erreur qui lui coûte peut-être une seconde ou une seconde et demie, ce qui le fait décrocher. Si on peut Et clarifier effectivement, ça la fin d'ailleurs. de course, t'as Max Verstappen sur les 3-4 derniers tours, où là, effectivement, il faut faire le job, parce que quand t'as Verstappen derrière toi, mais... Si on peut clarifier cet élément, parce que j'ai vu énormément de commentaires, ils disent oui, c'est facile pour Norris, il y a eu des consignes d'équipe. Les consignes d'équipe ne concernaient que le dépassement des retardataires. C'est-à-dire que quand ils ont dit garder les positions, c'est pour l'instant où il y allait avoir ces retardataires à gérer et donc potentiellement sortir de la ligne sèche à ce moment-là. Prendre trop de risques Parce par rapport parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cuté la Après, ça, c'est- côte radio et qui ont dit hold the positions et que directement au premier Grand Prix on C'est mettait étonnant, un... ça. C'est mais dur à la pourquoi- Formula One aussi, hein. pourquoi qui a été les un peu gens- putassier au moment de partager Pourquoi ça, les gens cette peuvent se radio. dire quelque chose? Pourquoi les gens peuvent se dire ça? Je me pose la question. Parce que la Formula One aime le sang et qu'ils ne diffusent que ça. Non, parce que D'accord, ouais, d'accord. clairement, donc l'accent a été mis encore sur un problème de l'entertainment. réalisation. Ah, d'accord, mais ok. c'est- Non, mais je pensais Ça que... t'étonne. On a un big H en 2025. Le rythme, les gars, pour revenir sur Piastri, on parlera de sa petite erreur qui lui a coûté très très cher avec une déclat. Mais Piastri, lorsqu'il est justement en chasse, lorsqu'il se met en chasse de Lando Norris, rythme impressionnant. Et on est obligé, et à ce moment-là, on y pense tous, à se dire si McLaren est dominant, à voir combien de temps ça peut durer, ce duel, il peut être un peu rafraîchissant par rapport justement aux situations précédentes qu'on avait pu connaître avec Mercedes et Red Bull où il n'y avait qu'un seul pilote numéro 1. Là, on a l'impression que sur le sec, sans grabuge, dans des conditions un petit peu plus normales, où McLaren pourrait dominer dans cette entame de saison, hein, je reste prudent, on se dit que ce mano à mano, il peut nous régaler. Bon, il va nous régaler, je pense. Mais on va avoir de moins en moins d'inconnus, je pense, sur Lando Norris. Il en reste quand même encore une sur Piastri, c'est la régularité de pouvoir catcher le rythme de Lando Norris parce que il a fait des exploits l'année dernière qui, au final, sur les statistiques, le mènent à avoir quasiment le même nombre de victoires, à être souvent devant. Mais sur la régularité de résultats, il termine quand même 80 points derrière. Tu vois, donc il va quand même falloir y avoir ça. Et hier, qui est une circonstance particulière, mais hier, l'erreur que Piastri fait, Norris ne la fait pas, ou en tout cas, la pièce tombe du bon côté. Et les 22 points qu'il y a déjà d'écart, mine de rien, pour un duel avec une voiture au sommet, du moins pendant quelques courses, ces 22 points-là vont être quand même difficiles à aller regrappiller. Je vois pas Norris faire 6 quand Piastri fait 1, sauf élément contraire, ou contradiction de ce qu'on est en train de dire, à savoir que Norris a fait un step-up. Exactement. Piastri, il t'a impressionné? Non, t'es pas forcément étonné, même si, encore une fois, on va lui laisser un petit peu de temps. Ce n'est que sa 3e saison à Auxerre. C'est déjà sa Non, 3e saison aussi. commence, là, ça commence à devenir une saison très importante pour Piastri, d'autant plus qu'il a le potentiel pour devenir champion du monde. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Individuellement, Non, c'est bon, là, hein. Est-ce qu'à la 3e saison, t'étais pas déjà un peu indulgent avec, par exemple, un Max Verstappen, par exemple, un Charles Leclerc? La 3e saison, il est chez Red Bull. Max Verstappen, il a déjà gagné des courses. Oui, mais est-ce que t'en attends qu'il se batte tout de suite pour le championnat du monde? Mais non, il a pas la voiture. On lui voyait, non, oui, mais on lui voyait au moins quelques limites, tu vois, dans l'attitude, dans parfois la gestion de la nervosité. Non, par exemple, en 2019, quand Charles Leclerc, sa 2e saison chez Ferrari, et qu'il a une voiture qui est une fake, qui est une tricheuse. Mais qui marche. Mais qui marche. Celle-là. Quand il fait des erreurs... Prends-en de la graine, Fred Vasseur. T'es un Maranello, faut tricher, putain. Quand il a cette Racisme, voiture... non. Bah, pas avec moi. J'ai le drapeau italien sur ma combi, tu peux rien dire. Tu me fais perdre mon fil. En 2019, on est 2019, indulgent avec Leclerc. Oui. Sa 2e saison, première chez Ferrari, on est indulgent. En 2022, on l'est quand même beaucoup moins, quoi. Enfin, on le laisse juste en se disant c'est sa première lutte au titre. Mais ce qu'il fait à Imola, voilà, ce qu'il fait en Grand Prix de France, on va pas rappeler 800 fois, et on l'est de moins en moins. Juste, je pense qu'il faut peut-être pas forcément juger les saisons par rapport au nombre de Grands Prix qu'ils ont fait, mais au nombre de fois où ils ont eu la voiture pour être devant. Et en l'occurrence, Piastri, ça fait 1 an et demi, quasiment 2 ans, 1 an et demi, ouais, qu'il a la voiture pour être devant. Donc,
l'indulgence commence à arriver à ses limites. Pour moi, je suis d'accord. Je pense suis d'accord, que- d'autant plus que l'année dernière, alors comptablement, si tu prends brut le classement du championnat du monde, effectivement, il y a un écart assez important. Mais entre Miami, la stat qu'on donnait l'année dernière, je sais plus, entre Miami et un Grand Prix, peut-être à 5 Grands Prix de la fin, c'était le leader du championnat sur cette période de 10 ou 12 Grands Prix. Donc c'est un pilote qui À Singapour, je crois, avant commence, Singapour. peut-être, qui commence du coup qui l'année dernière a montré une certaine régularité sur 10-12. Là, je vais la demander sur 24. Exactement. Par contre, on va quand même mettre tout de suite le haut là sur un truc. Il fait une course incroyable hier. C'est l'erreur qui lui coûte très cher comptablement. Justement, regarde, il en parlait à motorsport.com à l'arrivée de cette course. Il dit: j'ai eu l'impression de faire une course incroyablement solide à chaque tour, sauf un, et c'est vraiment dommage de ne pas avoir obtenu le résultat qui va avec. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai été un peu malheureux de rester coincé dans l'herbe comme ça. C'est moi qui m'y suis mis. Je suis évidemment déçu. Je tiens à saluer quand même la manière avec laquelle il a réussi à détanquer cette voiture. Hein. Franchement, mais c'était incroyable. c'était une volonté hamiltonesque à Imola en 2021. Je sais pas si vous Ouais, il y a un peu souvenez. ça, C'est exactement genre, ça, c'est ouais. mort, gars, cherche pas, sors de la voiture. Quand Stroll, lui, la remet dans le bac au Brésil, tu vois. Lui, il est là en mode je vais spin jusqu'à. On dirait que t'étais en station de ski, t'es en train d'essayer de sortir de la station sans les pneus neige. Allez, vas-y, pousse, fais quelque chose. Et mine de rien, il était intelligent parce que Clairement. cette 9e place, il la doit à cette combativité en étant tanké dans le bac à gravier. Et à 3 tours de plus, on sait pas où il finit. Hein. Ouais, exactement. Et rappelez-vous de Et cette- ce dépassement sur Hamilton est absolument exceptionnel. Rappelez-vous d'une 9e place de Lewis Hamilton à Hockenheim en 2019. Il la plante 2 fois. Ouais. Et à chaque fois, il revient. Je vous rappelle qu'il la plante dans le Virage muret, là où il y a la piste de drag, c'était à ouais. Hockenheim. Il revient, il coupe la ligne des stands, quitte à prendre une pénale, mais à la fin, c'est 2 points. Donc, cette combativité-là est à saluer quand même. Exactement. Je pense qu'on a. Ouais, vas-y. Non, j'ai un tout petit point Taquin, j'ai envie de- taquinerie. Ça me plaît. Taquinerie. Tu sais que ça nous plaît. On s'en lasse pas. Tu sais. Lando Norris. Non, mais putain. Ça m'étonne. Étonnant. Voilà, autant bien débuter l'année. Non, en après-course, en fait, il se plaignait du fait qu'on pose beaucoup de questions sur sa voiture, sur sa monoplace, et qu'on ne mettait pas assez en avant les performances individuelles de Norris et de Piastri. Il me semble que ce même Lando Norris, il y a quelques années, C'est quoi avec parlait Max de... Non, c'est plutôt de Lewis Hamilton et de Mercedes, sous-entendu, en gros, il s'assoit dans la voiture, il gagne. Après le Brésil, Là, avait il le déclin un peu, commence à comprendre que, bah non, en fait, il faut quand même piloter une voiture, même si elle est très performante. Mais après, là où je le rejoins quand même, c'est que parler de la voiture sur ce week-end, c'est un peu. Ah, il y a que Oui, non, mais bien Ouais. sûr. Ah, il y a la qualif qui te Après, met en t'as fait une première qualif ligne. sur le sec quand même. Hein. Non, Où mais tu t'as- mets 4 dixièmes à Ouais, la mais concurrence. il y a qui n'a pas fait d'erreur ce week-end Non, au non, final. ah ouais, tout le monde a fait les Tu mêmes vois max. Hein. Voilà, donc, Hmm. enfin, avec une course dans ces conditions-là, parler de la voiture, je trouve ça un peu petit. D'accord. Bon. Bah, c'est après. Ça c'est aide le- quand même pour gagner une course. C'est quand Ah, même mais le premier bien Grand Prix. sûr. Parce que, Ça pardon, aide il y a pour un bien point très classer. important que j'ai oublié. La lutte avec Verstappen, Norris-Verstappen en toute fin de course. Moi, il y a un point central. La radio à Norris à 2 tours de la fin, je pense, où on lui dit ne surconduis pas, Oui. la voiture te permettra de rester Ouais. devant. Ce que je disais tout à l'heure. Tu vois. Donc, en fait, là, t'arrives quand même à un point où même chez McLaren, on a conscience que concrètement, On a un avantage. je vais pas dire il suffit d'eux, parce que dans ces conditions-là, il ne suffit pas d'eux, il faut le faire, et il l'a fait. Mais quand même avec le DRS de Verstappen, c'est vrai que je me disais à un moment, il va tenter, il va se jeter. Il l'a pas fait parce qu'il a senti qu'il y avait cette incapacité d'aller chercher Lando Norris. Non, Donc, puis il y a aussi le fait qu'il peut pas se décaler. Enfin, ils sont en inter, mais c'est quand même pas la même ligne. Hein. Enfin, il y en a un qui s'est décalé, ça s'appelle Piastri. Et c'était face à une Scuderia en Antonelli perdition. aussi, je crois, il le fait. Antonelli, il le fait ouais. sur Albon, mais il sait plus tôt. Et il est devant Albon vraiment avant la corde. La Piastri, Je suis désolé, j'aurais aimé voir l'image En avec direct, différents j'arrive plus- angles et tout, mais malheureusement, j'ai j'arrive pas pu voir le dépassement d'Antonelli, donc J'a- peut-être que j'ai dit une bêtise. J'arrive plus à situer dans la narration de cette course. du Voilà, coup. je sais plus si c'était au 8e tour ou. Voilà. Après, J'aime pas l'image qu'on est en pour train de venir, prendre, pour les gars, venir, je à vous ce dis. que, pour venir à ce que tu disais, c'est Non, mais la normal. réalisation est déplorable depuis des années, et voilà. Là, c'est. Je Mais le je te dis, redis. on en parlera repart avec sur un une nouvelle réalisateur. saison. Ce sera vraiment intéressant qu'on ait un réalisateur pour en parler. Je suis sûr que tu dis des vérités et je suis sûr qu'il aura des arguments Après, les intéressants. réals des années 2000, ils faisaient des trucs très très chelous aussi. Hein. Ouais, ouais. Genre en plein tour de qualif, passer sur un yacht et voir des personnes dénudées par exemple. Ouais. Hein. Ouais, T'es ouais. dans le secteur 2, C'était pas- ça passe à Monaco comme ça et d'un coup. Alors paf. Monaco était très Pardon. spécial. Ça, c'est on pourra. Non, connaît mais non. Mais si, parce qu'en fait, c'est eux c'était Télé Monaco qui gérait la réalisation. Et avec comme ça, on connaît quelqu'un qui a bossé là-dedans et qui pourrait nous raconter plein d'histoires. D'ailleurs, pépites. la réalisation sujet. joue bien un autre truc aussi. Je suis Oh là là. désolé, hein, mais je fais une C'est fixette. un cours c'est le d'audiovisuel, ce premier moment. enseignement. La qualif. La qualif. Ouais. Il n'y a pas un pilote qui termine 5ème, on voit pas du tout son tour. C'est vrai. On voit juste le petit barco sur le côté. Hop, Alex Albon Tsunoda 5ème. Ah, Non, Tsunoda. ouais.
C'est vrai. Exactement. On a vu la réaction d'Isaac. Mais faisons le débat au bon moment, les gars, comme ça, avec des experts, et on pourra échanger argument contre argument. Pour terminer, juste pour te répondre sur l'argument McLaren, sur ce qu'il disait sur la voiture, on est aussi au premier Grand Prix. Le journaliste se pose la question de la hiérarchie. On n'a pas eu beaucoup plus de bis, si ce n'est voir que cette MCL 39 allait très très vite. C'est normal qu'on lui pose des questions aussi également. Non, mais on a eu des enseignements plus globalement quand même en qualification. Bien sûr. Tu vois, après Sakir, je disais, on va pas prendre Sakir. Je voyais des gens essayer d'établir des hiérarchies, etc. Je sais plus quelle écurie a amené quasiment une quinzaine d'évolutions. C'est qui? C'est Red Bull. Non, attends. Je sais plus. Enfin bref, je sais pas du tout. il y a une écurie qui a apporté une quinzaine d'évolutions. Sauber a amené de nouveaux pontons, nouvel aileron. Enfin voilà. Forcément, contre Sakir, l'évolution allait permettre une évolution de la hiérarchie. Il y a eu des surprises, des bonnes, des mauvaises, donc voilà, encore une fois, soyons patients. Soyons patients, exactement, et prudents. Deuxième enseignement, c'est une valeur sûre, il s'appelle Max Verstappen et il est toujours dans le coup, malgré cette RB21 qui manque encore de rythme. Il l'a dit, il l'avait répété, il nous avait prévenu et le board de Red Bull en avait fait de même. Lui qui a quand même réussi à limiter la casse en qualification, c'est le meilleur des autres, hein. Il échoue à 4 dixièmes seulement des deux McLaren, mais c'est peu quand on voit l'écart, notamment avec les Mercedes et les Ferrari. Il réalise, on en a parlé tout à l'heure, le départ presque parfait. Je sais pas s'il pouvait faire beaucoup mieux en tout cas, mais le départ était suffisamment bon pour pouvoir s'intercaler entre les deux McLaren. Il y a cette erreur après, cette erreur au freinage où il bloque sa roue avant gauche. Un scénario fou, un scénario humide, un scénario chaotique qui d'habitude Lucie à merveille, mais où là, eh bien, il n'a pas pu aller chercher cette victoire. Malgré le pari désespéré à l'arrivée de la pluie, justement, il est resté en sec. C'est vrai que ce pari, on va y revenir aussi de cette stratégie. Au tour 44, justement, où les deux McLaren partent à la faute. En fait, à ce moment-là, il y a vraiment que ce troisième secteur qui est très humide, qui est très mouillé, très arrosé. Et certaines équipes vont se dire, et si on restait en slick, parce que ça va être juste un passage, on va dire, pluvieux, ça ne va pas durer. Et il est peut-être là le pari. Le pari était perdant pour Max Verstappen, malgré un pressing aussi incessant qui, mine de rien, à l'arrivée, eh bien, prive McLaren d'un doublé. Mais c'est la fin d'une série, les gars. C'est quand même assez historique ce qui se passe. Leader au championnat du monde. 1029 jours de série, justement, en tête du championnat du monde de la Formule 1. Ça a duré aussi longtemps. Bon, il y a eu des moments agréables, il y a eu des moments un petit peu longs, mais cette série vient au bout. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end de Max Verstappen? Je reviens un peu sur ce que vous avez dit sur la preview. Non, il ne faut jamais enterrer Max Verstappen, peu importe le potentiel de son auto. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Verstappen, il est plat en termes de performance, c'est-à-dire qu'il est à l'optimum tout le temps, et du coup ses performances, je trouve, elles sont davantage à relativiser vis-à-vis des autres. Je pense que si on a un Verstappen qui termine deuxième et qui gagne pas hier, c'est parce qu'on a ces pilotes McLaren qui ont fait ce qu'ils ont fait et Monoplace qui leur a permis de faire ce qu'ils ont fait. Mais du coup, on a quand même bien vu que dès lors que la situation était un peu plus stabilisée, la Red Bull ne lui permettrait pas grand-chose à Max Verstappen, pour le moment. Par contre, vis-à-vis des autres, si de la populace à un cheveu, il y a une voiture égale, bah, il sera devant. Hein. Et qui ça a étonné de le voir troisième sur la grille? Qui ça a étonné de le voir deuxième à 0,8 de Norris à la fin de la course? Je pense qu'on ne se rend pas compte du monstre. Parce qu'on nous dit que la Red Bull n'est pas si mauvaise que ça. Ça n'a pas l'air dingue hein, quand même. Hein. Bah regarde Lawson. Non mais Lawson, tu vas pas juger Lawson. Ah bon, je vais en juger Pérez. Je blague, ça va, je blague. Big 2025. Tu sais que même moi, faut que je fasse gaffe aux hameçons qui balancent. Bah, en fait, c'est intéressant ce que tu soulèves et je te relance tout de suite, Hamza, là-dessus. 2 déclarations intéressantes sur le sujet. Max Verstappen sur la F1 TV hier qui disait dans le débrief: on est où je m'attendais à être, on manquait de rythme derrière les McLaren, mais ce sont 18 points de plus que je n'ai pas marqué ici l'an dernier. Réflexion tennis. Hein. Ouais, exactement. Et Helmut Marko à Sky Germany, il a sorti la sulfateuse hier, le père Helmut. On y reviendra un petit peu plus tard. Helmut Marko à Sky Germany qui dit: nous sommes à 2-3 dixièmes de McLaren, ce n'est pas insurmontable si on travaille, mais Max ne peut pas non plus faire de miracle si l'écart technique reste trop important. Alors même le facteur Max ne servira à rien. Le facteur Max, j'aime bien cette expression parce qu'on en a beaucoup parlé l'année dernière. Hamza, comment tu te situes par rapport à ce petit warning là justement glissé par Helmut Marko avant la course sur Sky Germany?
Oui, la voiture aujourd'hui, mais encore une fois, peut-être que dans 3 semaines, peut-être que dès Shanghai, elle sera suffisamment performante pour permettre à Max, pas la voiture elle-même, mais la voiture plus Max, d'aller chercher une première ligne. Donc, en soi, je le prends comme un petit avertissement, mais encore une fois, c'est l'Australie, c'est particulier. Ça, C'est c'est un vrai. discours que l'on va, je pense, mais t'as dire raison, c'est vrai sur de les le premières rappeler. semaines de course. C'est un peu chiant parce que ça va rester le discours jusqu'à Barcelone. Hein. Ouais, moi, Red Bull a jamais été par exemple performante en Australie. Moi, j'ai pas un souvenir de, à part des Après, années de domination peut-être. Il y a très mais- peu d'écuries qui sont performantes sur la durée en Australie. Leclerc gagne en 2022, abandon en 2023. Verstappen gagne en 2023, abandon en 2024. Sainz gagne en 2024, abandon en 2025. Non, mais l'an dernier, c'était pas la première force, par exemple. On l'avait à sait peu pas. près. Ouais. Il y a les freins ont cramé autour d'eux. On sait pas ce qui se serait passé. Bah, je me suis amusé à ressortir, tu vois, ce qu'on avait dit sur les long runs, sur les prédictions long run l'année dernière en EL2, pardon, et Ferrari était placé première force. Après, bon, est-ce qu'on est vraiment dans la réalité? Est-ce que la marge d'erreur était Puis la saison dernière, ce n'était pas le premier Grand Prix de la saison. C'était pas le premier Grand Prix de la saison. t'as raison. 3e, oui. Mais non, je sais pas. On l'enterrera jamais. Et comment tu veux enterrer ce gars? C'est impossible. Comment tu veux enterrer C'est le meilleur pilote de la grille pour le moment. Non, mais j'aime pas dire ça parce qu'en fait, ça. Non, mais ça, en fait, quand tu dis ça, ça nie les autres. Et j'ai pas envie de nier les autres. Je pense que c'est celui qui fait le plus score avec sa machine. Ça, oui. Et du coup, c'est celui qui peut le plus tirer de potentiel de sa machine. Ça, c'est indéniable. C'est du coup celui qui est le meilleur pour utiliser sa machine et du coup, meilleur pour piloter. Dans cette réflexion-là, que je veux bien qu'on dise qu'il est le meilleur. Et en fait, ces 7 points qu'a pris Norris, c'est presque pas assez pour moi. J'ai le sentiment qu'il faut qu'il en prenne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Parce que si jamais une Evo marche, si jamais Norris a un coup de mou, Piastri a un coup de mou, évidemment qu'il peut en avoir un, lui. Mais ça remonte à quand? Mais est-ce que quelque part, et ça je te relance là-dessus Hamza, c'est intéressant je trouve, le fait que tu sais le fameux pari qu'ils font là, au 44e tour lorsque la pluie refait apparition dans le 3e secteur et que tout le monde part en toupie, est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse? Même si je sais que tu vas louer la tentative, le pari stratégique, l'audace stratégique à ce moment-là de Red Bull, mais est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse pour Red Bull justement de tenter ce pari-là parce qu'ils savent qu'en fait à la régulière ils vont jamais pouvoir aller chercher les deux McLaren? Non, parce que tu arrives dans une phase de la course où Verstappen est capable d'aller chercher n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Il reste 10 tours, la pluie est là, ça nivelle, ça rééquilibre toutes les cartes en fait. Non, ça redonne l'avantage à Verstappen. Donc ça rééquilibre dans le sens où à la régulière, Au niveau des voitures, sur le sec, il y a quand même un écart assez important entre McLaren et Red Bull. Encore une fois, alors pour différentes raisons, Verstappen justifiait ça par la dégradation de ses pneumatiques intermédiaires. Ce qui a permis cet écart, je crois, qui est monté à 16 secondes entre Piastri et Verstappen, assez rapidement d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu une photo qui est limite assez flippante de l'état des pneumatiques McLaren intermédiaires. Oui. Mais c'est là où ils ont fait toute la différence. T'as l'impression que les ils sont gommes tout neufs. Ouais. sont neuves. C'est assez exceptionnel. Donc, non, moi, Verstappen, c'est vrai qu'à ce moment-là, après, sur l'aspect stratégique, honnêtement, moi, je suis plutôt team, et vous le savez maintenant, valoriser les tentatives. Tu vois, à partir du moment où tu vas jusqu'au bout. Bien sûr. Sur leur troisième enseignement. ils sont pas allés jusqu'au bout, hein. Red Bull. C'était impossible d'y aller jusqu'au bout. Ils ont su réagir vite. Il y a quand même eu un stay out box chez Red Bull en l'espace de 4 secondes. Ouais, mais en fait, je trouve que là, c'était peut-être trop précipité si tu n'étais pas sûr. T'as vu les règles de Norris, hein. Norris, tout il est revenu en 3 tours. Norris, tout de suite, il s'arrête en disant moi, je m'arrête tout de suite. Verstappen, lui aussi, parce qu'il arrive au même moment que Norris et Piastri, il y a 2 secondes de retard, donc il voit que les deux se plantent. Lui, il reste en piste avec Maestria. C'est vrai qu'à ce moment-là, je peux comprendre que tu puisses douter. T'as pas les 30 secondes de réflexion qui vont permettre. Donc, à la limite, ça, je tiens pas vraiment rigueur au board ou au stratégiste chez Red Bull. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut pas aussi se dire que ce qui a maintenu en vie Max Verstappen dans cette course, ça a été les différentes interruptions, différentes interventions aussi de la safety car. Est-ce que c'est pas en trompe-l'œil aussi sur la performance aujourd'hui? Mais bien sûr, le 8/10 d'écart à l'arrivée, il ne veut rien dire. C'est ce que je te dis, c'est que Verstappen, moi, tout au long de la course, je ne l'ai jamais écarté parce que dans ces conditions-là, il suffisait d'un rien pour relancer la course par une voiture de sécurité. Là où, alors là, c'est de la fiction, mais
si tu m'avais mis Leclerc, si tu m'avais mis Hamilton, si tu m'avais mis Russell à la place de Verstappen, j'aurais eu moins de doutes sur la capacité de Lando Norris à aller chercher quand même cette victoire. Peut-être pas facilement, mais j'aurais eu moins de doutes. Là, jusqu'à la dernière zone DRS, tu sais pas, tu savais pas. Tu sais pas ce qui va tenter Max. Dernière zone DRS, je me dis, Verstappen, il est capable d'aller chercher Norris. Il est capable de plonger n'importe où de toute façon. Donc, et en même temps, c'est ça qui fait que. Et c'est la force. C'est la force de Verstappen aujourd'hui. C'est un pilote menaçant. Aussi bien, on aurait pu parler des limites de piste aujourd'hui et de la manière dont il aurait pu le mettre un peu dehors à l'avant-dernier virage parce qu'il aurait pu tenter ça. Enfin, c'est quelque chose qui nous aurait pas particulièrement choqué, quoi. Et puis si tu le mets dehors sur l'herbe, sur le dernier virage. Les 5 secondes de pénalité, tu t'en prends 5 secondes, mais Norris, le temps qu'il ressorte. C'est pas tout à fait la même. Mais en tout cas, Russell deuxième, Antonelli troisième. Pour revenir à cette paraphrase d'Helmut Marko qui nous parle du facteur Max Verstappen qui pourrait ne servir à rien si l'écart entre les monoplaces était trop important, on n'est qu'au début de saison, pas tirer de conclusion hâtive et voir le développement de Red Bull sur les prochaines semaines. Mais si tu n'as pas d'interruption, si tu as une course sur le sec, en effet, peut-être que ce facteur Max Verstappen aurait permis d'écoper, mais pas forcément d'aller chercher la deuxième place et de faire le plein de 18 au niveau points. course, oui. Au niveau championnat, je suis pas d'accord. Parce que. Bah, tu fais pas deuxième. Enfin bon, on sait pas, on va pas oui, faire l'histoire. Mais en fait, toutes ces 5e places, ou ces 4e places, ou ces 6e places qu'est allé chercher Max Verstappen pendant que la Red Bull était aux fraises, elles ont été le ciment de son titre à la fin de l'année quand, sur les 6-7 dernières courses, la Red Bull était revenue à un certain niveau qui lui a permis de gagner le Brésil, par exemple. Ou un autre Grand Prix, je sais plus qu'il a gagné d'autres. Ouais, mais on va pas refaire la saison 2024, mais il y a aussi les 6 premières courses où il fait. Pour moi, c'est ça le ciment. Et ensuite, derrière, il y a la gestion qui est le dernier étage de la fusée ou le toit de la maison. Il ne perd pas de points entre Miami et la fin de saison. Le ciment, c'est d'aller mettre ces points-là quand t'es pas capable de gagner. Mais est-ce qu'il ne perd pas de points parce que lui est suffisamment performant pour prendre les points intermédiaires, ou est-ce qu'il ne perd pas de points parce que Norris oui, il y a ça aussi. Ne concrétise bien pas. sûr, les deux. Et en fait, quand Max Verstappen dit hier, j'ai mis 18 points et c'est 18 points de plus que l'année dernière. Vision optique championnat. Mais ouais, et aujourd'hui, il a 7 points de retard sur Norris alors qu'il y a une voiture qui est 30 secondes derrière sur une course. Bah, c'est bénef. Parce que le jour où ça change, le jour où il trouve un truc chez Red Bull, si ça arrive, lui derrière, il aura mis ses points là. Alors, Christian Horner a fait et on finit là-dessus pour Red Bull. Christian Horner, je sais pas si vous l'avez entendu hier sur Sky Sports, il a fait une démonstration extraordinaire où il a expliqué qu'en fait, 2026 est une telle révolution technologique que le partenariat avec Ford était un tel projet incroyable et pharaonique, c'est comme ça qu'on dit, que attention du coup, Laurent aussi, hein. que du coup 2025, bah en vrai, c'était peut-être pas si important que ça. Voilà, bon, bref, de l'intox. Il a donné l'objectif 100 races. Généralement, ça passe mieux quand tu le dis en anglais. Mais bon, voilà. On termine sur Red Bull et on enchaîne les gars sur Ferrari parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Il y a du pain sur la planche pour la Scuderia qui a bégayé son sport automobile hier. On est passé du buzz de l'hiver aux espoirs douchés. Oh, c'est un peu définitif, c'est vrai, mais il fallait quand même marquer le coup sur la croche. Des qualifications qui ont été complètement ratées. Je peux pas croire que Ferrari soit derrière Alex Albon, soit derrière Yuki Tsunoda. Ça paraît très étonnant et Fred Vasseur l'a concédé lui après la course sur Canal+. Cette performance aussi sacrifiée pour rester dans les clous de la réglementation, les gars. Je sais pas si vous avez vu passer ça, c'est Sky Italia qui a sorti l'info, qu'apparemment on aurait rehaussé cette voiture parce qu'on avait peur justement que ce plancher frotte un peu et qu'on ne passe pas justement le cut des tests à l'arrivée auprès des commissaires FIA. De la première force en 2024 à la 4e en 2025, je parle de Melbourne, je parle d'Australie bien évidemment, c'est une question, elle reste ouverte, on en a parlé tout à l'heure. La communication alambiquée, et je vous ai préparé un florilège des meilleures radios, parce que là je peux vous dire que sur ce Grand Prix, je pense qu'on a eu les meilleures radios de la saison. C'est du Kimi Be Like. Ah ouais, mais c'est extraordinaire. Et j'ai repensé, je sais qu'on en a parlé un petit peu ensemble, toi et moi, j'ai repensé à ce doute que j'avais, tu sais, de ce mix, de ce match culturel entre Lewis Hamilton et Ferrari, qui est un tout petit doute, hein, c'est pas un énorme doute. Adami Hamilton, c'est quelque chose. Hein. Mais Adami Hamilton, c'est vraiment quelque chose, et ça, tu vois, ça a fait ressurgir ce mais petit même doute. Bozzi, il est devenu bizarre. Ouais, même Bozzi fait des trucs complètement incompréhensibles. Et puis, il faut parler de cette stratégie ratée à l'apparition de la pluie. Voilà, le pari tenté, pari complètement manqué. Et puis, je l'ai pas noté hein, sur ce tableau, mais on n'oubliera pas que Charles Leclerc aussi est parti à la faute comme tous les autres pilotes hier, mais que ce spin aurait pu lui coûter un peu cher. Elle est grosse la faute de Leclerc. Oui, c'est pour ça que je me permets de la notifier. Bon, on commence par quoi? Moi, j'évacue le pari. Ok, vas-y. J'évacue le pari
tous ceux qui ont réalisé le pari gagnant hier sont ceux qui ont fait le choix de la sécurité. Et du coup, ceux qui avaient une position à conserver. Exemple, la très belle position de Stroll, la très belle position d'Hülkenberg, celle de Antonelli, les McLaren, etc. Ceux qui ont tenté ce pari-là sont ceux qui avaient quelque chose à aller gratter, une position, un grand bond à aller chercher. Et les Ferrari n'étaient pas en bonne position. Tenter ça, c'est de l'ordre du logique. C'est quoi, 5-6 ? Ouais, à ce moment-là. Non. Ou 6-7. Non, 6-7. 6-7, non, parce que 5 et 7, un truc comme ça. 7 Je sais plus exactement. Il y a quand même des gros points à aller chercher et surtout une qualification à effacer, entre guillemets, en faisant ça. Je regrette un peu qu'on n'ait pas compris, parce qu'ils le disent à la radio, hein, Force 3, c'est beaucoup, la pluie, c'est beaucoup 3. Surtout que tu sais que c'est pas parce que l'averse dure un tour que la piste va rester mouillée que un tour. Mais je n'ai pas envie d'en vouloir à une écurie qui se retrouve 1 et 2 pendant un tour en tentant ça, avec ce côté, si jamais elle dure moins longtemps que prévu, on a tout gagné. J'ai envie de me dire, c'est tenté. Enfin, encore une fois, les prévisions météo chez Ferrari sont différentes de dans toutes les autres écuries. On se rappelle... Non, c'est la même. Non, c'est l'interprétation qui est différente. C'est L'interprétation est différente, mais dans la radio, on y reviendra tout à l'heure, mais dans la radio, on explique à Hamilton, non, t'inquiète, on est au pic de la pluie, ça va bientôt partir, etc. Alors que les autres avaient déjà pité. Ils pitent au tour 47... Quand on va c'est dire, très tard. Quand la stratégie optimale voulait, dans le meilleur des cas, de piter au tour 44 et au pire, en écopant un peu, au tour 45. Je sais pas, c'est tard, ça réagit en fait, je suis aligné avec ce que dit Vasseur. On a tenté un truc, ça a foiré, et il y a d'autres fois où ça marche. Là, ça a foiré, c'est comme ça. C'est un mauvais résultat, mais de toute façon, comme il le dit, le problème, il vient pas de la course et de la stratégie. Il vient de la qualif, il vient du fait qu'on n'a pas notre rythme. Et ils savent que ce rythme, il est juste pas là, mais pourtant, ils l'ont. Ils l'ont quelque part. Ils l'ont juste pas amené avec eux, visiblement. Ils n'ont pas trouvé de réglage pour. Mais du coup, il sait que, de toute façon, sur ce week-end-là, au vu de comment ça a démarré, ils n'arriveraient à pas grand chose et du coup je comprends le pari. Après il est foiré et ça du coup ça maximise le fait que le week-end de Ferrari est raté. 8 et 10 c'est intolérable, mais au-delà de ça en fait dès le samedi pardon, le week-end il était raté quelque part. Pourquoi je suis pas directeur d'écurie, je suis pas employé Ferrari, j'ai pas de bonus potentiel si y a des bonus de résultats, etc. Donc moi, pas de prime d'intéressement. J'ai pas actionnaire, toi. T'as pas de F40. Pas encore. Ouais. Voilà, peut-être qu'un jour, grâce au pistonnet. J'espère, je te le souhaite. Moi, j'ai acheté un volet rouge. C'est très bien. Il faut bien commencer par quelque chose. Je dis ça parce que pour moi, et du coup, j'ai une vision qui est forcément différente de celle de l'écurie. Je pense que chez eux, ils ont pris 5 points, 4 points. 4 et 1, 5. 4 points. 5 points, c'est mieux que 0. Moi, je suis dans la lecture où j'aurais préféré qu'ils aillent au bout du pari et rentrer à la maison avec 0 points que de tenter quelque chose, ne pas aller au bout et sécuriser 1, 2, 3, 4, 5 ou même 8 points. J'aurais préféré, tu tentes. Voilà, soit tu t'arrêtes tout de suite, eux ils ne l'ont pas fait, ils ont tenté effectivement, je te rejoins, à un moment ils se retrouvent en tête Lewis Hamilton. Les deux, hein. Avec oui, mais Leclerc rapidement il s'est passé par Norris. Ouais, et même si tu fais 1 et 3, même si tu fais 1 et 4, même si c'est pas grave, tu tentes, t'as la voiture. En plus, tu sais pas ce qui peut arriver. Un drapeau rouge peut arriver, c'est un changement gratuit. Ouais. Mine de rien. Ils ont la safety car Et d'ailleurs. surtout que La voiture quand dans la Lawson safety car. se crash, quand Lawson se crash, s'il y a drapeau rouge, c'est 1 et 2 Ferrari. Hein. La voiture de sécurité arrive. Tu ne sais pas combien de temps elle va durer. On te dit que l'intensité de la pluie sera importante, qu'elle va durer 1 ou 2 tours. Effectivement, la piste, il faut qu'elle sèche. Mais avec les autres pilotes en intermédiaire, elle peut sécher, peut-être plus rapidement que ça. C'est une prise de risque, tu tentes. Au moins sur l'une des deux voitures même. Au moins sur l'une des deux, Ouais, mais même ça, avec c'était les pas deux, bien, ça. même avec les deux, ça m'aurait pas choqué. Et encore une fois, j'aurais pas été aujourd'hui à dire Ferrari, c'est une catastrophe, ils ont pris 0 points, c'est intolérable, etc. Encore une fois, j'aurais eu un avis plus indulgent avec Ferrari qui tente d'aller au bout du bout, quitte à la reprise. Voiture de sécurité rentre dans les stands, on voit que ça marchera pas. Tu fais rentrer tes deux pilotes, tu ressors dernier, donc 14 et 15 ou 13 et 14, tu rentres à la maison avec 13 et 14, c'est pas grave. Tu vois. Mais j'aurais préféré juste qu'on aille, qu'on tente, quitte à foirer, entre guillemets. Très étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de drapeau rouge sur cette course. C'est vrai. D'ailleurs, alors, tu fais très très bien. Notamment sur la sortie de la grue. Ça a été C'est ça que évoqué tu veux dire. du camion.
Attends, Oui. Norris, à un moment donné, il évite le camion, il C'est passe qui à C'était 2 à l'heure. C'était Lawson. Non, c'est sur Adjar, je crois. Non, pendant la course. Pendant la course. Pendant la course. Le Bortoletto, camion, Tour de le formation, le t'as le camion. camion. hein. Non, pendant la course. Ouais. Pendant la course. le camion est dans la chicane. Je sais plus quel pilote, Ok. dites-le nous en commentaire, c'est Norris. s'il vous plaît. Non, mais l'évite. mais quel pilote est dehors en fait. Je crois Bref, que c'est il y a un camion Ah, qui c'est est peut-être Douane en plus à la ou- fin du premier secteur, début du Ah, bah, deuxième secteur. ça doit être Douane ou Dans Alonso. le fameux alors. bac à gravier où t'as les graviers. Oui, oui, Alonso, oui. je crois, c'est C'est ça. Alonso, Alonso, alors. Il me semble que c'est Alonso. Mm. Il y a un camion. Et on pose la question en conférence de presse d'après-course. Donc, tu avais Norris, Russell, Ouais. Verstappen. On leur pose la question, est-ce que ça vous a dérangé de voir ce camion ou est-ce que il normal. aurait fallu mettre un drapeau rouge? Et eux le tournent dans la manière de répondre en mode ouais, enfin bon, si vous n'avez pas tenir votre Formule 1 sur la piste à cet endroit-là, limite, vous n'avez pas votre place en Formule 1. Bah, c'est sympa pour Enfin, Bianchi. pardon, on a eu des pilotes qui se sont sortis tout seuls avec Isaac, avec Jack Doohan, Sainz. avec Carlos Sainz. Mm. Carlos Sainz, ça va, c'est Ouais, c'est assez vainqueur de Grand Prix, expérimenté, c'est hein. 10 ans de Celui-ci carrière, c'est voilà, quand même. Mm. Je pense qu'on a déjà eu le malheur de perdre un pilote justement dans des conditions Effroyable. compliquées. Ouais. Là, t'as un camion qui est sur la piste. Mm. T'as les voitures avec juste accessoirement des gens qui bossent Ouais, bien sûr. et qui marchent sur la piste Mm. à ce moment-là. Qui est à l'extérieur, le camion, quand ton intérieur ne prend pas de grip. C'est-à-dire que tu peux dériver vers Je l'extérieur. sais pas ce qui peut arriver. Ouais, Ouais, c'est complètement. Un cata. tout petit peu de coup de gaz, encore une fois, on l'a vu ce week-end avec 3 pilotes. Tu finis dans le mur. Là, il aurait pu finir dans le camion. Il aurait pu faucher. Mm. Et là, les pilotes qui arrivent et qui te. Et moi, je trouve ça. D'abord, j'étais en colère parce que j'avais l'impression d'une forme de mépris Mhm. de la part de ces pilotes. Ouais, si t'es pas capable de tenir la voiture, Mhm. bon, bah, tu te retrouves. Enfin, T'as rien à faire en ici, Formule quoi. 1. Ouais, ça joue Et les gros puis- bras, mais quand ça va leur arriver à eux de pas la tenir. Et puis en fait, j'ai juste réfléchi et je me suis dit, et c'est peut-être même pire que de la bêtise, peut-être qu'ils ont dit ça aussi par intérêt. Parce que t'es devant. Ah oui, Et bien sûr, t'as t'as pas rien, un t'as rien à drapeau perdre. rouge, T'as ouais. rien à perdre. Enfin, t'as beaucoup à perdre justement en mettant un drapeau rouge, en offrant un arrêt gratos à Ferrari. Et moi, je trouve ça grave parce que notamment George Russell, qui parle beaucoup de sécurité, il est toujours le Non, président. il l'est plus, je crois. Non, je Ah crois bon, qu'il a c'est été, qui je crois qu'il y a eu un changement. D'accord. Suite à la brouille avec Max Verstappen. Putain, mais non, Enfin, mais je bref. sais que ça a changé, mais je sais plus. Qui était. Non, c'est Carlos Sainz, je crois, non? Enfin bref. Ah, peut-être, Qui oui. t'as était raison. ou qui est le président du GPDA, qui puisse se permettre ce genre de propos, c'est vrai que moi ça m'a totalement déplu. T'as raison de le souligner. Explication, les gars. On revient après ces petites parenthèses sur le cas Ferrari. Je vous parlais tout à l'heure de cette explication de Sky Italia qui allait poser la question à Charles Leclerc en disant, parce qu'en fait, samedi, tout le monde s'est dit, Ferrari, s'il manque de performance, c'est parce qu'ils ont anticipé les réglages pluie. Sky Italia a enquêté et allait poser cette question à Charles Leclerc. Mais dis donc, vous êtes sûr que c'était des réglages pluie? Est-ce que, en fait, vous n'avez pas un souci au niveau de votre plancher? Est-ce que vous n'avez pas un doute sur le fait de passer le cut? Réponse de Charles Leclerc. Nous avons dû perdre un peu de performance. C'était la bonne chose à faire pour ce week-end, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc voilà, ça pourrait aussi expliquer pourquoi Ferrari s'est manqué pendant les Ce qualifs. serait moins inquiétant. Mais moi, ce qui m'inquiéterait par contre, même si ce serait comme Hamza, je suis ni patron d'écurie, ni salarié de chez Ferrari, ni pilote de Formule 1, bref, je suis juste un passionné comme vous chez vous. Ferrari sous Fred Vasseur m'avait habitué à arriver sur un circuit en étant parfaitement prêt, en anticipant des stratégies, on va dire, proactives et protagonistes, on va dire, qui leur permettaient de maximiser les points. C'est plein de choses qu'on n'a pas vu justement dans ce week-end. Ouais, mais ils ont pris plus de risques en ce début de saison qu'ils n'en ont pris avant. Sur Là- l'intersaison, tu veux dire, sur la Oui, oui, préparation oui. de la nouvelle Oui, voiture. oui. Et non seulement ils n'ont pas réussi à débloquer le potentiel qu'ils avaient le vendredi, mais ils n'ont pas réussi à débloquer le potentiel qu'ils avaient à Bahreïn. Et à Bahreïn, ils savaient qu'ils n'avaient pas débloqué le potentiel global de la voiture. Ça fait beaucoup. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont dans cette monoplace, mais qui ne sont pas encore trouvées. Et que là, ce week-end, il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées pour se dire on est très très loin d'avoir une voiture qui va être à 100%. Qui va permettre aux pilotes d'être à 100% eux-mêmes, parce que franchement, ça glissait de tous les côtés, et pour Hamilton, et pour Leclerc, et je parle pas du dimanche, je parle du samedi. Elle est pas prête, cette caisse. Elle est pas prête. Alors, elle va peut-être l'être dans 6 courses, et auquel cas, ils vont peut-être se régaler, les deux, mais pour le moment, elle est pas prête. Vrai point positif, par contre, c'est que Lewis Hamilton semble prêt quand même. Par rapport à la performance de Charles Leclerc, il est là. Regardons les... Il est pas si loin, hein. Oh, quand même, t'es dur. Il est pas moi, je te trouve très indulgent. On a quand même le deuxième pire départ du 21e siècle pour un pilote Ferrari. Quoi
Lewis Hamilton, qui termine. Arrête d'envoyer des hameçons. Il est terrible. Toto Wolff l'a dit, il est trop vieux. Il est trop vieux, on n'a pas voulu l'écouter. Voilà. Il n'y a que Lucas Badoer qui fait pire. Grand Prix d'Europe 2009, 17ème. Non, Grand Prix de Spa 2009. Spa. Non. C'est après la Hongrie. Et Hongrie, Massa se blesse. C'est pas Fisichella, c'est pas? Non, c'est Non, Fisichella, il est sur Forcilia, il fait la pole. Ah oui, t'as raison. Badoer, il fait une course catastrophique à Spa. Badoer, Hamilton is the new Badoer? Non, pas dans cette émission. C'est une émission sérieuse, messieurs. Toto Wolff est capable de dire ça, et de l'autre côté, Toto Wolff est capable de dire je voyais Hamilton sur le synthé et j'arrivais toujours pas, je croyais toujours que c'était un de mes pilotes. Et vraiment, on a l'impression de voir un mec qui parle de son ex, c'est terrible. Arrêtez de mal parler de Toto Wolff. Oh, quel merchandising! On en parlera tout à l'heure, mais le plus beau merch, il est chez Mercedes et il est fait par Adidas. On en parle tout à l'heure, on reste sur le cas Ferrari, je sais que vous divaguez. Les réactions des pilotes. Vous vouliez parler de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Charles Leclerc qui revient sur la stratégie et son erreur. C'était sur Canal. Il dit « Ça aurait pu être mieux sans mon erreur à la sortie du virage 11. Beaucoup sont partis à la faute, mais ce n'est pas une excuse. Je veux être meilleur que les autres et je ne l'ai pas été aujourd'hui. C'est la première chose à pointer du doigt. On devait anticiper quand le nuage arrivait. Il a commencé à beaucoup pleuvoir. J'avais passé le dernier virage. C'était trop tard. On ne doit pas s'en vouloir sur ça. Mais je m'en veux pour l'erreur qui nous a coûté au moins 4 places. Donc ça fait mal. » Je suis pas d'accord avec lui. Quand il dit que on pouvait pas anticiper. Norris, c'est exactement ce qu'il a fait à la radio. C'est de dire, n'attendez pas qu'il pleuve pour me dire quand il faut rentrer. Parce que si on attend qu'il pleuve, on va se retrouver 3 virages avant la fin, on pourra pas rentrer et on fera un tour de trop, Kimi Räikkönen 2007 Nürburgring. Là, je suis désolé, mais je trouve que c'est de l'aveu de... Non, mais c'est juste de prendre, c'est d'accaparer, tu sais que c'est un exercice de communication. C'est vrai que Leclerc, il le fait souvent. C'est un exercice de communication. Après, il a raison, son erreur, elle est grosse. C'est pas la faute du team, c'est moi qui ai fait une grosse erreur, je dois pas le faire, je m'auto-flagelle. Je pense que tout le team et les pilotes n'ont pas été parfaits ce week-end. Non, mais sur le point météo, je reprends un propos d'Alex Albon sur l'émission Post-Race Show. Qui disait excuse-moi, vous êtes britannique. qui disait en fait t'es dans une situation où tu dois faire confiance à l'écurie, où la moindre information que te donne l'écurie elle est capitale justement dans la prise de décision. D'ailleurs, petit aparté, chez Williams on a aussi beaucoup compté sur Carlos Sainz qui a apporté son expérience. C'est James Valls qui a fait la strat d'Albon apparemment. Dans l'idée c'est un peu ça en fait. Ça veut dire que tu as les têtes pensantes, tu as les ingénieurs, tu as les gens qui voient la météo sur les écrans, etc. Tu as le pilote qui est en piste et il manque celui qui voit l'écran et qui a l'expérience de la piste. Et en fait, ça a été Carlos Sainz qui disait attention, du coup, à ce moment-là, il va falloir faire ça, du coup, mieux vaut rentrer parce que la piste va devenir comme ça, pour le pilote, ce sera un peu plus compliqué, etc. Incroyable. Bref. En fait, il te faut un ancien pilote dans toutes les écuries. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est comme le référent arbitre dans les clubs de foot. Ouais, c'est ça, exact. C'est pour ça Valtteri Bottas chez Mercedes. Peut-être. Donc, et en fait, ce que disait Albon, effectivement, c'est que la moindre information, elle est importante et que lui était contre entrer au stand. Tu vois, parce qu'il disait non, mais en fait, on va perdre trop de place. Pourquoi est-ce qu'on rentre? Sauf que lui, de son côté, n'avait pas forcément toutes les informations. Il a fait confiance à son équipe. L'écurie a apporté les informations. Et derrière, ça donne un très bon résultat. Sainz, l'année dernière, là-dessus, il était très bon sur cette proactivité dans les stratégies. C'est la preuve que la communication, quand même, sur ce type de configuration météorologique, elle est capitale. Exactement. T'as le petit florilège des radios? Alors, la communication arrive, mais juste avant, Lewis Hamilton. Parce qu'il y a une déclaration hier sur Sky Sports qui est assez... je trouve qu'elle est assez étonnante et qui montre justement où est-ce qu'en est Ferrari, on va dire, dans le développement de son projet. C'était très piégeux, la situation était bien pire que ce que je pensais. La voiture était vraiment très difficile à piloter aujourd'hui. Je suis simplement reconnaissant d'avoir évité le crash car ma voiture voulait percuter le mur la plupart du temps. T'as l'impression que Sébastien Vettel l'a appelé et qu'il lui dit c'est bon, ça. Tu comprends maintenant. C'est vraiment incroyable. On l'a vu spinner pour la première fois, et c'était en essai, depuis super longtemps, et tu t'es dit est-ce que ce serait pas cette voiture le problème qui tue les champions? Exactement, j'ai adoré. C'est ma voiture qui voulait percuter le mur la plupart du temps. Non mais elle est nerveuse par rapport à la Vettel à l'époque. C'est un petit lien avec Mattia Binotto. Quoi? On en parle ou on en parle pas? De quoi? Le FC Mattia Binotto qui a plus de points que la Scuderia, que la grande Scuderia Ferrari. C'est vrai ce que tu dis. Grâce à un pilote. Ça, on va en parler au quatrième enseignement, les gars. Juste avant. Ferrari, la crise. Là, tu l'as beaucoup critiqué sur ce plateau, Binotto, moi je m'en souviens. Parce que toi non. Les gars, on avance, on manque de temps. On manque de temps, les gars. Les team radio, petit florilège. Lewis Hamilton.
Ricardo Adami, c'est le nouveau duo, le nouveau couple qui va nous régaler. Premier échange. Elle push K1. Ricardo to Adami retake. qui dit appuie sur K1 pour dépasser. Hamilton répond laisse-moi me concentrer s'il te plaît. Adami qui dit K1 est disponible. Hamilton lui répond je ne suis pas assez proche, laisse-moi. Adami qui lui répond monte un rapport avant d'appuyer sur le DRS. Hamilton qui lui répond je sais, laisse-moi. S'il te plaît. C'est pas terminé. Attends, Non. on manque de temps. Excuse-moi, Brice, faut qu'on avance. Échange Lewis Hamilton, Ricardo Adami. Hamilton, on vient de rater une grosse opportunité. C'est après l'arrêt au 47e tour. Adami, j'ai compris. Hamilton qui lui répond je pointe à quelle position? Adami, à la 9e. Hamilton, merde. Et puis après, il marque un temps d'arrêt. Il dit désolé, je me suis pas rendu compte que ma radio était ouverte. le bouton, il est où? Ça, on y croit. On y croit bien évidemment. J'ai vraiment envie qu'on la revoice tous les deux. C'est pas une émission de clown. Hamza le Après, répète franchement, année ça aurait après été- année. Il y a un point quand même, moi c'est aussi, mais ça fait partie de l'adaptation. On parle beaucoup d'Hamilton, il a pris le temps, la nouvelle culture, etc. Là, tu arrives dans une situation où tu peux. Enfin, je suis pas sûr que tu puisses t'entraîner. Donc là, c'est une première course. Adami donner Mais des ils vendent informations. des sur tests, Hamilton. Adami, force. C'est vrai Ils vendent des qu'Hamilton. La situation aussi pour Adami, il avait Carlos Sainz qui était très demandeur justement Oui, de oui. beaucoup d'informations. Hamilton, c'est pas ce type de pilote aussi à la radio. Il Et lui, n'a il pas avait besoin. Enfin, il lui Lui, a il dit avait Bono et 1000 pas Adami, fois. hein. Il lui a dit 1000 fois, s'il te plaît, tais-toi. Ouais, mais sur le K1, je pense qu'il a juste mal compris, Adami. Tu vois. Donc aujourd'hui, c'est clownesque, attends. entre guillemets, mais ça demande aussi une période d'adaptation et pour Hamilton et pour Adami. Should be Alors, the water. Qu'est-ce qu'a compris Brian Bozzi alors dans l'échange avec Charles Leclerc? Ah oui. Franchement, là, les gars, c'était extraordinaire. Leclerc qui se plaint à la radio. On a une fuite, non? Bozzi qui lui dit, mais une fuite de quoi? Leclerc dit, j'ai le siège qui est plein d'eau, mais vraiment gorgé d'eau. Réponse de Bozzi, ah bah ça doit être de l'eau alors. Et Leclerc, je l'ai mal traduit, qui dit, ajoutons ça à la liste, à la sempiternelle liste de tes sages paroles, mon cher Brian. Là, j'ai pas d'excuse. Non, mais en fait, le problème, c'est que il n'y a pas de différenciation de mots pour dire genre c'est gorgé d'eau et dire ça vient de ta boisson. Enfin, en fait, il aurait Ouais. pu dire Ouais. ça vient du drink, tu vois. Non, water et water. Bah ouais, en fait, ça rend le truc crazy. Mais je pense que c'est ça qu'il veut dire. Je pense qu'il veut dire que ça vient de la gourde. Ouais. Mais J'espère. il trouve pas le mot. Non, mais attends, ça va, ils ont pas 22 de QI non plus, tu vois. Ouais, c'était assez rigolo. Must Bon, be the water. bref, en tout cas, on a hâte D'ailleurs, de tu voir. parles de Leclerc, un dernier point. Réalisation TV, on n'a pas vu le dépassement de Tsunoda sur Charles Leclerc. C'est vrai. Lequel? Ah, t'es pas au courant? Tsunoda a dépassé Leclerc. Mais non, mais parce que Leclerc il fait une erreur. Non, il y a un au dépassement début. de Tsunoda. Ah oui, au sur début, Leclerc. oui. Course. Je ne sais pas quand, parce que je l'ai juste vu le on-board. Je ne sais pas quand c'est arrivé, je sais juste qu'il y a eu un Cette dépassement. course, c'est le syndrome Leclerc-Miami 2023, je crois. Tu sais, c'est ce truc où tu les sens faibles. Tu sais, Ferrari, je sais pas C'est ça. pourquoi. Ouais, c'est ça ça, arrive sur des courses comme fragilisé. ça, Ouais. tu les sens faibles, à la portée de tous, à la portée des As, à la portée, voilà, à l'époque, à la portée de la Racing Bull. Enfin, c'est aucun mordant. Mais je les ai souvent vus comme ça, de façon circonstancielle. Du coup, ça m'inquiète pas tellement. C'est que la rentrée des classes, ça nous est tous arrivé d'arriver pour le premier jour Oubliez avec l'effaceur. avec un stylo un peu défaillant, avec un compas qui avait été pas encore acheté. Bon, bref, voilà. On met ça là-dessus, on glisse ça sous le tapis, on attendra en tout cas une réaction de Ferrari en Chine. Quatrième et dernier enseignement, on va parler du reste du monde, les gars, avec eh bien cet enseignement, cette titraille qui est à mettre sur le compte de Hamza. Vivons mieux, vivons cachés. Et on va bien sûr évoquer les Castro, Hülkenberg, Albon et même Antonelli qui ont terminé dans ce top 10 avec cette stratégie à 2 arrêts anticipés. Ils ont été les premiers à s'arrêter au 33e tour, les premiers à s'arrêter au 44e tour, ce qui leur a permis justement eh bien, de scorer de gros points. On parle de pilotes aussi qui ont été très très propres. Je veux mettre l'accent sur ce qui est mon nouveau chouchou parce que on n'en a pas parlé, Hamza, mais Brice a évoqué dans une autre émission il y a peu de temps que Fernando Alonso était en pré-retraite. Je te laisserai réagir dans le reste de la saison sur le sujet. C'est Du la coup, guerre. je Il me balance prépare. des bombes, mais tu peux Du pas coup, réagir. Voilà, c'est ça. Hein. Mais du coup, je me prépare à la suite, tu vois. J'ai bien kiffé Andrea Kimi Antonelli et j'ai surtout adoré ce merch, les gars. Il Le aurait été beau, Mercedes. Fernando Alonso là-dedans. Oh ouais, grave. Il aurait mérité. Surtout en XL. En XL, ouais. Bah, tu sais quoi, on va finir l'émission avec. Comme ça, vu que mon Ah ouais, gars. d'accord. Vu que mon gars est en pré-retraite, ouais, moi j'ai bien kiffé. Le petit Antonelli m'a régalé, Moi, je te dirais, si tu veux finir comme ça, Et tu voilà, prends tes clics et incroyable. tes claques tu vois. et tu t'en vas. Et je m'en vais. Oh, pardon. Oh alors. Juste pour continuer, on va le faire gagner. C'est pour ça que je le mets, putain, par-dessus Oh là là. une veste. C'est pas cadeau du tout. Mais voilà. Merci Adidas. Hein. Bravo les amis. Franchement, vous avez fait du lourd travail. La remontée d'Antonelli. C'est le seul rookie à avoir
surnagé malgré cette erreur. Drôle de ganache quand même. Hein. Enlève ça. Malgré cette erreur, la remontée d'Antonelli seul, rookie, je le disais, avoir surnagé. Albon, meilleur résultat quand même depuis son départ de Red Bull. Stroll, la fin d'une série de 11 courses sans top 10. Et Hülkenberg qui a ajouté de l'expérience à l'énorme surprise Sauber, parce qu'on pensait vraiment Sauber dans les choux. Il n'était pas tant que ça. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par un pilote, Lance Stroll. Lorsque j'ai proposé cet enseignement, je voulais valoriser les pilotes d'expérience qui sortent du grabuge, et je me suis aperçu que Lance Stroll, naturellement, je l'ai mis. Qu'est-ce qu'il prépare ? Non, vas-y. Il en fait trop. J'ai mis Lance Stroll dans les pilotes d'expérience, tu vois. Et en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu un tel renouvellement de grilles que je me sens obligé, non, mais Lance Stroll fait partie des pilotes que je vais attendre aussi sur ce type de Grand Prix. Ça veut dire que tu peux avoir des performances compliquées sur une course normale, avec une performance qui n'est pas présente du côté d'Aston Martin. Par contre, sur une course à grabuge, t'as un drapeau rouge, t'as de la pluie, Stroll, il faut qu'il réponde présent. Et il a répondu présent. Il était bon. Et toujours dans des conditions, on va dire, d'adhérence précaire, il arrive quand même à tirer son épingle Mais du si jeu. c'était une pattern qu'on voyait à chaque fois, c'est pas le cas. Brésil, il se met dehors. Ouais, mais là, encore une fois, j'insiste sur le renouvellement de la grille. Du coup, Stroll fait partie des pilotes que j'attends. Bottas n'est plus là, Guan Yu. Oui. Ils sont là. Ouais, oui, c'est dans le garage, quoi. Voilà, aujourd'hui, Stroll fait partie de ces pilotes, comme Nico Hülkenberg. Hülkenberg, la course qui extraordinaire. Parce qu'encore une fois, on ne le voit pas de la course. Ce qui est beau, c'est que Sauber, sur le premier Grand Prix, a pris plus de points que sur l'intégralité de la saison dernière. FC Binotto. Mais arrête-toi. Nico arrête-toi, parce que je vais sortir de première. Hein. FC Binotto. Mais non, Nico Hülkenberg, sincèrement, c'est bizarre, c'est un pilote qui déçoit jamais. Alors je pense qu'il va vivre quand même une saison compliquée, parce qu'au niveau de la performance, je suis pas sûr que Sauber puisse répondre au rendez-vous. Quoique, encore une fois, ils sont arrivés avec une évolution. Oui, il y a beaucoup de nouvelles pièces par rapport à Bahreïn. Je sais pas là aussi si Haas, la non-performance de Haas, c'est lié au tracé, si c'est lié à... J'en sais rien, mais Sauber, que beaucoup annonçaient comme étant une écurie limite de F2, clairement. Ils sont les devant premiers, Haas, tu vois. Donc, à voir. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'enseignements que tu peux tirer sur ce type de... Même Bortoleto fait pas une course dégueu jusqu'à... Non, jusqu'au crash, hein. malheureusement. Le crash, moi, y a pas de problème par rapport à ça. On peut parler du rookie ? Lequel ? Antonelli. Parle-en tout seul. Non, mais en fait, je voulais profiter justement de parler du rookie Antonelli. L'ensemble, il est incroyable. Parce que, franchement, de ouf. Non, mais sur toi, là, comme ça, là, avec la peu-coup, avec le gel, c'est... Avec l'étiquette, tu vois, derrière, tu vois, qui ressort. Non, mais Antonelli, assez étonnant, plein de réussite, bien sûr, sur sa sortie, sur son spin. Quelle remontée aussi d'Andrea Kimi Antonelli. Je sais pas si t'es d'accord, Hamza, je voulais faire une fleur à Brice, je lui ai dit samedi. Moi, je milite pour qu'on ne dise pas Kimi Antonelli, mais soit Andrea Antonelli ou Andrea Kimi Antonelli, parce qu'il n'y a qu'un seul Kimi quand même, faut le dire. Ah non, mais c'est pas Lui, par il s'en rapport à fout, ça, c'est lui, juste il s'en que fout. son prénom c'est Andrea Kimi, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est Andrea et Kimi, c'est comme si on rajoutait ton troisième prénom dans le truc, quoi. Toi, c'est doux, mais non. Je te dirais pas l'antenne. C'est du genre d'acabit comme ça. Ouais, bah oui, forcément. Qu'est-ce que je voulais dire ? Antonelli, parlons de la performance d'Antonelli, et j'aimerais bien qu'on fasse un petit laïus aussi sur comment on va traiter les rookies. Un manuel de préparation à comment les pistonnés vont parler des rookies cette saison. Voilà, exactement. Okay. Parce que je commence à lire des trucs. Ah ouais, vraiment. Genre, on nous fait le nous fait procès. la morale, on vous a fait le procès dimanche hier sur Winamax de la politique du copain. Et genre, vous avez pas parlé d'Isaac Hadjar alors qu'il s'est planté autour de formation. Je tiens juste à préciser que tous les rookies se sont plantés hier. Et que on va pas accabler des garçons qui découvrent un sport et qui l'ont découvert dans les pires des conditions. Disons à ces on va leur laisser du temps. On va dire à ces personnes, on a 1 heure d'émission, on a des choix éditoriaux à faire. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la course d'Isaac Hadjar qui se passe sur un virage avec une erreur qu'il même lui ne comprend pas sur une réaccélération qui est même pas trop forte comparée à ce qui s'est passé dans les tours d'installation. Vous voulez dire quoi éditorialement ? Il y a quoi d'intéressant à dire si ce n'est de critiquer et de venir nous dire puisque c'est votre copain, vous n'en parlez pas.
vous garantir qu'on va en parler. En bien, on va critiquer s'il y a un truc qui va pas, on va en parler. Là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On peut peut-être parler d'Helmut Marko et de la réaction qu'il a eue. On peut parler éventuellement de ce qu'il a montré derrière en réaction à Laurent Dupin. Mais c'est pas éditorialement intéressant. C'est un rookie qui découvre le sport. Que Bortoleto se crache hier, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est compréhensible. Que Isaac se crache hier, ça en est presque incompréhensible par rapport à comment le sport est foutu, que ce soit possible de se cracher aussi facilement avec des monstres de 1000 kilos, enfin de 700 kilos, 1000 chevaux, avec des pneus qui tiennent pas la route sur la pluie. Ça, c'est le problème. C'est pas Isaac le problème. C'est pas les rookies le problème. Ce qu'a fait Antonelli, par contre, c'est surnager au milieu de cette prétendue inexpérience. Prétendue, puisqu'il a quand même 12 000 bornes derrière lui. Et je pense que dans les 12 000 bornes, il y en a quelques-unes à Silverstone, avec un peu de flotte. Donc voilà, sur les rookies, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de rookies. On va vous avertir, les rookies, on en parlera en bien quand il faudra en parler en bien, en mal uniquement s'ils sont dangereux. On est d'accord là-dessus. C'est ça. S'ils ne sont pas dangereux, on va pas les juger pour des performances où ils sont en train d'apprendre le sport. C'est pas le moment en fait. Bref, revisionner les émissions à l'époque de Nikita Mazepin. Oui. Moi, j'en parlais pas. C'est vrai. Il y avait rien à dire. Le seul moment où j'en ai parlé, c'était à Portimao parce qu'il s'était montré justement dangereux. Voilà, il faut laisser du temps dans des conditions particulières. Je me remémore les déclarations, c'était Nico Hülkenberg justement sur l'émission de la F1 TV d'après-course qui disait respect à tous ces rookies parce qu'une première course dans des conditions pareilles, c'est quelque chose de compliqué forcément. Et en fait, quand tu vois les pilotes, même des pilotes comme Carlos Sainz, en fait, à quel point il est facile de cracher cette monoplace en roulant sur une ligne blanche. C'est d'une facilité. Des feuilles mortes de partout. Oui, clairement. Ouais. Ah, c'est le jeu, tu vois. Après, moi, le regret, je peux te péter la gueule sur les feuilles mortes. Le regret à titre personnel que j'ai par rapport à Isaac et même par rapport à Bortoleto, en fait, c'est que du coup, le fait de se cracher si tôt, ça t'enlève de la potentielle expérience de roulage sous la pluie pour l'avenir. Et puis mentalement, ça te met un coup aussi. Le fait que la course. En fait, ton capital. T'as Shanghai qui arrive après. Oui, t'as raison, ça s'enchaîne. Mais je veux dire, ton capital confiance, on l'a vu, tu vois, avec la réaction d'Isaac justement en sortant de la voiture. Ton capital confiance, il est un petit peu écorné. Bah, c'est justement là que, à mon avis, c'est plus sur ça qu'on doit les juger, sur la manière de rebondir sur ce genre d'événement, que sur le fait en lui-même, qui est un fait, sincèrement, qui peut aujourd'hui blâmer ce qui a été fait. Genre, je blâme davantage Antonelli d'avoir mis une roue dans l'herbe au moment du freinage, que Isaac qui a juste appuyé sur l'accélérateur normalement et qui est parti. Comme Lawson, il est parti. Et Lawson est parti. Il était en pneu slick au moment du déluge. Bortoleto, on ne comprend pas. Oh, c'est arrivé à Alonso, à Carlos Sainz. Complètement. C'est arrivé à Charles Leclerc. C'est arrivé à Verstappen. C'est arrivé à Lando Norris. Enfin, en fait, c'est trop facile d'aller taper en disant « Ah, vous voyez ?» Ah bref. Du coup, le traitement des rookies, ce sera ça. Et petit à petit, comme on est en train de le faire avec Oscar Piastri, Oscar Piastri, c'est bon là maintenant. On va commencer à pouvoir devenir de plus en plus sévère sur les erreurs qu'il fait. Bah, c'est normal. Nous, on se base sur Franz Tost. Franz Tost, c'est un homme de raison. Il a quand même chopé 2 victoires pour Toro Rosso et AlphaTauri, c'est pas rien. Donc, Franz Tost a dit il faut 3 ans. Bah, la première année, on n'est pas sévère. Deuxième année, on juge un peu plus. La troisième, c'est maintenant qu'il faut révéler. Et comme on l'avait dit avec Isaac, c'est les qualifs aussi qu'on regardera particulièrement pour voir la vitesse des garçons et puis la progression en course et dans la gestion. Juste un point avant de revenir quand même sur Antonelli très rapidement. J'aimerais juste savoir ce que voulait dire Jacques Villeneuve par comportement de Star et Caïd. Voilà, s'il peut quand même nous répondre à cette question au prochain Grand Prix à Shanghai. Je pense que contrairement à tous les autres rookies qui arrivent et qui disent c'est incroyable, vraiment c'est une atmosphère superbe, vous êtes géniaux, machin, Isaac il est beaucoup plus naturel et du coup il passe pour une... Ouais, mais ça me déçoit, venant de Villeneuve, ça me déçoit d'autant plus parce que lui, il loue les personnages qui ne sont pas lisses. Ah oui. Et les gens qui ont de la personnalité, du caractère, etc. Et là, il lui tombe dessus. En plus, c'est minable, c'est tiré sur l'ambulance. Mais bon. Surtout qu'en plus, Isaac, visiblement, était plutôt vrai, dans le sens où quand il se sent en confiance, il le dit. Quand il a peur, il le dit. Quand il est triste, il le montre. Désolé, mais c'est quand même quelqu'un où tu peux davantage... Non, mais moi je demande juste la justification. Peut-être qu'il a vu des choses qui justifient ce type de propos. Moi, j'aimerais juste savoir. Et on en parle de la réaction d'Helmut Marko ou pas, du coup? Très rapidement, oui, si tu veux, on peut la comprendre. Moi, je la comprends. On peut la comprendre. En tant qu'Helmut Marko. C'est du mindset, pas en fait. Tant qu'observateur. En tant qu'Helmut Marko, je comprends qu'il n'ait pas envie qu'un de ses pilotes
qui en plus en lui voit ce côté un peu agressif et hargneux et mentalement très fort, montre ça aux yeux du monde. C'est ça. Je comprends. Après, je suis pas sûr que ça ait été contrôlable pour Isaac. Christian Horner a volé à son secours ce matin avant qu'on commence à faire cette Enregistré. émission, et ouais, il a fait une déclaration justement où il venait au soutien de Isaac Hadjar. Antonelli, Parlons Antonelli. Antonelli, Antonelli, on gars. va quand même en parler parce que la course qu'il réalise, elle est exceptionnelle. La qualif, écoute, ça arrive. En plus lui, je crois qu'il a eu un problème technique. Oui. Il perdait 3 dixièmes C'est pas un par problème ligne de droite frappe, là, ouais. C'est le plancher. par rapport à George Russell. Alors je sais pas comment il a abîmé son... Mais non, ce qu'il a réalisé en course, c'est quand même exceptionnel. Encore une fois, dans des conditions bien particulières. Je vais valoriser ce qu'il a fait. C'est le... Après, bon, il y a la pénalité j'ai l'impression qu'on cherche à donner très rapidement pour avoir un classement au moment du drapeau à damier. Au Sauf final, qu'en fait, l'enlever. voilà, c'est ridicule. Mais bon, bref. Non, mais la course d'Antonelli, elle est exceptionnelle, je trouve. Et il y a une certaine maturité, mais en même temps folie qui s'est dégagée. Le petit grain de folie. Il y a, tu vois, il y a un je sais pas pilotage si c'est lié à la Alonso-esque. je sais pas si c'est lié à sa jeunesse, mais il y a quelque chose qui se dégage quand même de ce pilote. Même s'il est vrai que l'année dernière, il n'avait fini que 17ème du Grand Prix de Barcelone et qu'il était surcoté ou 14e du Tu Mola. rayes ton disque là, hein, vraiment. Non, mais c'est pas grave. Non, mais parce que moi, j'ai entendu des trucs là aussi Et l'année qu'il est dernière. placardé. Anthony, Oui, mais les c'est bon, tu pistolets, l'as déjà etc. dit une fois. Mais je le redirai 10 fois si j'ai envie de le dire 10 fois. Et je le redis une 11e fois aujourd'hui. Donc, Antonelli, là, j'attends juste de voir les retournements de veste qui vont arriver parce que, évidemment, ce pilote, quand tu vois sa manière d'entreprendre les dépassements, tu sens qu'il y a quelque chose. Oh, ouais. Il commettra des erreurs lui C'est aussi. sûr. Évidemment qu'il va en commettre cette saison. Mais ce que j'ai vu de lui en Australie, c'est évidemment quelque chose que j'ai envie de valoriser. Et je crois que c'est le meilleur résultat pour un Italien depuis Jarno Trulli en 2000. Magnifique. Chapeau 2 en plus. Tu m'enlèves oublié les mots. celle-là. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Un petit dernier mot sur Antonelli avant de refermer, Brice. Deuxième ou on plus a jeune tout dit pilote de l'histoire. à marquer des points. ouais. Euh, C'est fou, ça. Dithyrambique pour la course, mais au même titre qu'on va être indulgent pour les rookies, il faut pas qu'on tire de conclusion non plus tout de suite sur les rookies. L'état de grâce d'arriver en F1, on connaît. Ça arrive. J'ai besoin de voir effectivement sur la durée, encore une fois. Antonelli va en cracher des caisses, surtout vu comme il pilote. Il insère sa caisse, hein. Il l'envoie. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un pilote qui a ce style assez. Pas mal d'épines. Non, je sais plus. En fait, je me posais même la question est-ce que ces voitures-là étaient conduisables, entre guillemets, de cette Conductibles. manière-là? De manière aussi. Alonso le fait. Marqué. Alonso le fait. Ouais, mais Alonso, ça marche moins que. Oui, t'as raison. C'est moins impressionnant Ouais, de ouais. ce que Mais tu vois, par pouvait voir exemple, à l'époque. par tu vois. exemple, on avait tous peur que justement le dimanche soit beaucoup plus compliqué pour Anthony que le samedi. C'est passé l'inverse. Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est pas dû aux conditions de Oui, course, oui. dans le sens où avec ce pilotage-là, j'ai besoin de voir la gestion des gommes d'Anthony. Oui, sur du sec et sur des températures très En fait, élevées. ce que je tu suis peux d'accord. valoriser, c'est son départ. Je crois que c'est le pilote qui gagne le plus de de place au place départ. sur le premier tour, si je dis pas de bêtises, avec Hülkenberg ou peut-être même devant Nico Hülkenberg. Mais évidemment que son classement final est lié aux circonstances de course, est lié aussi à ce qui se passe chez Ferrari, est lié à Bien plein sûr, de choses. bien sûr. Maintenant, Et j'aimerais à la bien- fin, il il faut le quand fait. même être là. Et j'ai un gros point d'interrogation sur la paire de cette Mercedes, parce que ce soit samedi avec Russell ou dimanche, sur la manière dont Anthony a pu remonter. Quand tu peux remonter comme ça, il y a certes du talent. Je pense qu'il y a un petit peu de potentiel dans la caisse quand même. Alors, il faut voir aussi qu'il catch à condition, on va dire, égale et Ils sur effraient des aussi. pneumatiques avec la même ancienneté, il catchait à la fin de cette course le rythme de George Russell, qui est quand même un joli maître étalon, je pense. Oui, mais encore une fois, j'en reviens à ce que je disais au début de On attendra les l'émission, prochains Grands Prix. c'est qu'on n'a pas eu les enseignements qu'on souhaitait avoir. On a eu une belle course, on a eu un beau spectacle, un beau show-off, mais est-ce qu'on peut tirer quelque chose de cette course? Pour le moment, pas grand-chose, si ce n'est solidité de Norris quand même. Exactement. Voilà, en tout cas, pour refermer tout ça, et cette belle passation de pouvoir, regardez, c'est un symbole qui est fort, c'est un peu la flamme des pistonnés. Oh Nouveau décor, nouvelle année, et on repart bien sûr vers Là, la t'es en train de faire mal à Esteban. Il a déjà, Non, il a mais- déjà assez mal comme ça. Ça, c'est notre Banou Alpine. Maintenant, on est passé au Banois. C'est ça qu'on aime. Classement, pilote. Regardez.
Regardez sur l'écran, ça va être très Classement de facile. la course. Prenez le classement de la course à gauche et vous avez le classement du championnat. Et on signalera que Williams est 4e force quand même de ce plateau 2025. C'est assez extraordinaire. Et on signalera Et que que Ferrari le n'apparaît FC pas sur l'iPhone Binotto, 4. C'est ça. Le FC Binotto, en effet, qui est devant la Scuderia Ferrari d'Enzo, cher au grand Enzo. Voilà, c'était, Williams a 2 fois plus de points que Ferrari. On peut en faire des on peut en phrases comme faire ça. des si tu veux. vannes comme ça, c'est à l'infini. Et que, mine de rien, Mercedes a rentré autant de points que McLaren aussi. Ah bah oui, mais quand t'as 2 pilotes. On est là, mon gars. Non, je rigole. Non. C'est trop. Le mec se révèle après 6 ans, énorme fan de Mercedes, tu sais. Il l'avait caché à tout le monde. Les amis, passez une bonne journée, une bonne semaine. Il est temps que nous on reprenne la route de cette saison 2025. Ouais, on est à full Mercedes aujourd'hui. On est là pour ça. Mercredi, on se retrouve d'ailleurs avec un petit débat. Ce sera assez short, assez court. On va parler de cette 11e écurie qui va arriver. On va pas rentrer dans le détail du projet Cadillac, mais on va se poser la question de savoir si avoir 2 pilotes de plus, 2 voitures de plus sur cette grille, est-ce que c'est vraiment important pour la Formule 1? Et puis, on va jouer un peu au jeu du manager, qui on veut voir aussi également dans ces 2 baquets. Passez une bonne journée, merci de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter en podcast. Soyez fidèles à First Team Sport aussi sur YouTube. Le rugby à l'honneur, les sports de combat, le foot. Vous avez plein de beaux rendez-vous qui vous attendent. Et puis, abonnez-vous parce que vous êtes encore beaucoup trop nombreux à nous regarder sans avoir appuyé sur la cloche. C'est très important si vous voulez nous soutenir notamment. Ciao.